Voilà, bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en personne ici, ainsi que les auditrices et auditeurs qui nous suivent en ligne, qui sont nombreux. Je précise une chose, c'est que certains le savent, les supports de cours sous forme de PDF sont accessibles directement en téléchargement sur le site du Collège de France. Vous connaissez la procédure peut-être, sinon vous la découvrirez de vous-même. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose de poursuivre sur le thème de l'information biologique en poursuivant plus précisément ce que l'on a vu la dernière fois en termes d'encodage, décodage de l'information spatiale, mais en voyant presque son corollaire qui est l'information temporelle. Donc d'abord un résumé des points importants du cours dernier. On avait vu que les longueurs caractéristiques d'un système biologique peuvent être définies de multiples façons, en particulier d'un point de vue chimique et du point de vue des propriétés mécaniques du système. On avait eu aussi les modèles dans lesquels ces longueurs caractéristiques sont déterminées, des modèles de nature déterministe ou plutôt auto-organisés. Dans un deuxième temps, j'avais exposé la théorie de l'information de Shannon, en tout cas les traits les plus importants pour nous, et on avait vu qu'il apportait un cadre théorique tout à fait utile pour quantifier d'un côté l'information dans un système au cours de la transmission d'une information depuis une source jusqu'à un receveur. Et puis on a vu aussi que cela permettait en particulier de mesurer le taux de transmission en fait, d'une information dans un canal bruité. Cette théorie du canal bruité avec un émetteur, une source, un input et un output qui est un receveur, étant quelque chose qui est très commun dans un système biologique. En tout cas, on peut trouver beaucoup de systèmes biologiques qui peuvent se représenter de façon synthétique comme un système avec un input et un output. Et plus précisément en concernant l'information spatiale et en particulier le concept d'information de position qui avait été forgé par Wolpert, on avait vu que l'information mutuelle entre deux variables en input et en output permettent de mesurer de façon précise ou en tout cas de reformuler de façon quantitative l'information de position. Et on avait vu différents types d'applications dans le domaine du patterning embryonnaire en utilisant l'information mutuelle entre les concentrations d'espèces chimiques et les coordonnées spatiales qui nous intéressent. Et enfin, on avait vu que, étant donné qu'il existe beaucoup de systèmes auto-organisés où l'input n'est pas forcément bien défini et où il n'y a pas d'output qui peuvent se mesurer de façon précise, à ce moment-là, il faut revoir ou étendre le cadre conceptuel de Shannon pour s'intéresser à une définition étendue, renouvelée, néanmoins quantitative de l'information qui on a vu en particulier une étude qui parlait d'information de position et d'information corrélationnelle dans des systèmes auto-organisés. Vu différemment, et dans le cadre général des trois cours qui parlent de codage ou d'encodage et de décodage, et si on se réfère en particulier au cours il y a 2 semaines où j'avais parlé des codes biologiques en parlant comment les espèces chimiques peuvent se voir comme des lettres qui se combinent en séquence ou de façon purement combinatoriale pour former des assemblages, des mots, si on utilise la métaphore du langage, et dans lesquels le concept central était en fait l'équilibre entre diversité et spécificité. Et on avait commencé à voir la dernière fois comment en fait ces mots eux-mêmes, donc ces aspects combinatoires ou ces séquences de séquences peuvent être eux-mêmes arrangés selon des motifs spatiaux, la dernière fois, et aujourd'hui temporels, qui définissent, comme on pourrait dire, des phrases qui donnent un surcroît de signification au système biologique. Et en particulier aujourd'hui, on va distinguer ce qui pourrait se résumer comme d'une information statique, une représentation statique de l'information chimique par son caractère combinatorial, comme avec une métaphore de la musique, un accord, alors que l'aspect dynamique, la représentation dynamique des systèmes biologiques permet de s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler donc, la mélodie, si vous voulez, du système. Et en fait, qui contient une source accrue d'informations que l'on va voir aujourd'hui. Comment peut-on se la représenter? Comment peut-on l'étudier quantitativement? Voilà le sujet du cours d'aujourd'hui. Alors, la temporalité des systèmes biologiques est quelque chose de bien connu, mais il faut voir que c'est un concept qui a mis du temps à se forger comme une propriété saillante des systèmes biologiques, et on doit en particulier à Lamarck, auquel j'aime bien me référer de temps à autre, comme celui qui a le plus conceptualisé l'idée que le temps est internalisé dans les systèmes biologiques. Lamarck est quelqu'un qui, contrairement aux nombreuses erreurs qui sont faites le concernant, il y a des places devant.
il y a, contrairement aux idées reçues sur Lamarck, en fait, il y a quelqu'un qui avait une conception très physicaliste en fait, du monde vivant et qui, partant de là, a sa théorie du transformisme et comme la conséquence logique d'un système qui, pour croître en complexité, doit commencer par une configuration très simple qui s'accroît progressivement. Donc Lamarck, je vais vous citer en fait deux textes importants de Lamarck, qui l'un parle de dynamique et l'autre qui parle de transformisme. Donc le premier, issu donc de son traité philosophie zoologique, que je vous invite vivement à lire, tellement, un, c'est intéressant, riche, et deux, bien écrit. Tout corps, au contraire, qui possède la vie. Donc là, il distingue les corps inorganiques, les corps organiques, les corps vivants. Tout corps, au contraire, qui possède la vie, se trouve continuellement ou temporairement animé par une force particulière qui excite sans cesse des mouvements dans ses parties intérieures, qui produit sans interruption des changements d'état dans ses parties, mais qui donne lieu à des répartitions de renouvellement, des développements et à quantité de phénomènes qui sont exclusivement propres aux corps vivants, en sorte que chez lui, les corps vivants, les mouvements excités dans ses parties intérieures altèrent et détruisent, mais réparent et renouvellent, ce qui étend la durée de l'existence de l'individu, tant que l'équilibre entre ces deux effets opposés et qui ont chacun leur cause, n'est pas trop fortement détruit. Donc on a ici un énoncé finalement des propriétés essentielles de la dynamique du vivant. Et pour quelqu'un qui a décidé d'appeler sa chaire au Collège de France dynamique du vivant, il était essentiel évidemment que je me réfère à Lamarck. Mais le transformisme, dont vous savez qu'il est, en tout cas celui qui a le plus clairement énoncé l'idée d'une transformation progressive des corps animaux, même si on trouve des racines au XVIIIe siècle, comme j'ai eu l'occasion d'en parler, ici dans extrait de son Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, on voit cette phrase qui résume bien les choses. La nature, dans ses opérations, ne pouvant procéder que graduellement, n'a pu produire tous les animaux à la fois. Elle n'a d'abord formé que les plus simples, et passant de ceux-ci jusqu'aux plus composés, elle a établi successivement en eux différents systèmes d'organes particuliers, les a multipliés, en a augmenté de plus en plus l'énergie, et les cumulant dans les plus parfaits, elle a fait exister tous les animaux connus avec l'organisation et les facultés que nous leur observons. En fait, il faut voir que chez Lamarck, le transformisme, ce n'est pas simplement une théorie de l'évolution, c'est aussi une théorie du développement. En fait, les deux développement et évolution sont vus comme les deux parties d'un tout, qui est en fait l'accroissement en complexité d'un système, en raison de ses propriétés dynamiques qu'on a vues à gauche. Donc voilà qui nous met, en fait, il y a à peu près 200 ans, aux sources d'une compréhension de l'internalisation de la dynamique comme propriété tout à fait exclusive d'un système vivant par rapport à un système inerte. Alors, le point donc les points essentiels concernant le temps, c'est de voir qu'il est donc construit de l'intérieur par un système vivant. Ce n'est pas quelque chose qui lui est donné de l'extérieur simplement, comme une contrainte, mais quelque chose qu'il peut construire. On en verra différentes illustrations. Et comme corollaire de ça, le temps n'est pas un absolu, mais il est relatif. Différentes constantes de temps générées dans le système peuvent générer en fait des comportements singuliers, comme on le verra. Et donc, à partir de là, il y a une information temporelle qui, venant de l'environnement extérieur comme venant des propriétés intrinsèques du système, qui peut être encodée et décodée. Et voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc le plan du cours, très simple, suit la progression suivante. On va commencer par une approche relativement phénoménologique qui essaie de caractériser les temps caractéristiques du vivant, des molécules jusqu'à l'évolution. Après, on verra comment le temps est encodé dans un système vivant et dans la dernière partie, plus développée, comment le temps peut être lui-même décodé en voyant trois systèmes, les systèmes de signalisation au niveau de cellules individuelles, mais dans le domaine de la chimie, de la signalisation, puis des aspects de dynamique, de décodage d'informations d'un point de vue mécanique. Et troisièmement, je prendrai l'exemple comme cas d'étude de l'horloge de segmentation dans le système, dans le développement animal. Donc là, pour ce qui concerne la phénoménologie du temps en biologie, on sait que le temps se manifeste à des échelles extrêmement variées. Dans un même individu, certains comportements se produisent, certaines dynamiques se produisent à des échelles de la microseconde jusqu'à des temps beaucoup plus longs. Donc on a entre 11 et 14 ordres de grandeur différents de répartition de constantes de temps importantes pour un organisme vivant. Typiquement, on peut retenir que pour des processus moléculaires, les constantes de temps d'association, dissociation vont être de l'ordre de quelques millisecondes, un peu plus. À l'échelle cellulaire, où on passe là de quelques nanomètres à quelques microns, on passe en échelle de temps à des temps caractéristiques de l'ordre de la minute jusqu'à quelques heures, dizaines de minutes. À l'échelle des tissus, d'assemblage de cellules, on a des échelles de temps de l'ordre de quelques dizaines de minutes ou des heures, suivant les organismes. À l'échelle des organismes, un jour ou plusieurs années.
Et l'échelle des temps évolutifs sont des temps qui varient. Il y a des évolutions rapides, d'autres plus lentes, mais intéressant de mettre en perspective la permanence des formes dans un système vivant, comme je vous avais parlé dans mon cours d'introduction des moustiques pris dans l'ambre, qui en quelques dizaines de millions d'années n'ont pas une forme qui a changé, alors que sur ces mêmes échelles de temps de quelques dizaines de millions d'années, on a vu l'apparition des Alpes. Donc les temps géologiques donnent naissance à des dynamiques qui sont plus rapides que certaines formes d'évolution très lente des formes biologiques, mais dans d'autres cas, ces formes évoluent beaucoup plus rapidement. Donc si on regarde à l'intérieur d'une cellule, à gauche, une cellule de bactéries, comme Escherichia coli, à droite, une cellule eucaryote, comme on peut en trouver dans notre organisme. Alors si on part de l'échelle moléculaire, finalement, les choses sont très semblables. On a des échelles de temps caractéristiques pour le turnover de métabolites de l'ordre de la seconde, d'ARN messager de quelques dizaines de minutes à quelques heures, les protéines, heures ou jours, mais la machinerie essentielle de l'information associée à l'ADN, l'ARN, en fait, repose sur des machineries très anciennes qui ont des temps caractéristiques qui sont de même ordre de grandeur. La transcription, c'est de l'ordre de 10 à 100 nucléotides par seconde. La traduction de 10 acides aminés par seconde, que l'on soit dans un eucaryote ou un prokaryote. Comme les gènes ont des tailles différentes, évidemment, par gène, le temps ne va pas être le même. Mais si on commence à regarder d'autres processus moléculaires, rotation du flagelle, 100 Hz, qui est quand même assez rapide, on a en fait des différences qui émergent à l'échelle cellulaire dès lors que l'on prend en compte la taille de la cellule différente. Le temps de diffusion à travers une bactérie qui fait à peu près 1 micron va être de l'ordre de la fraction de seconde, alors que pour une cellule qui peut faire quelques dizaines de microns, dans certains cas, on sera plutôt à l'échelle d'une dizaine de secondes ou quelques dizaines de secondes suivant la taille de la cellule. On reverra ça un peu plus tard. Et puis d'autres propriétés émergentes au niveau de la cellule en termes de temps qui sont construits. Le cycle cellulaire, qui est un processus très complexe faisant appel à des interactions moléculaires en grand nombre. On a un phénomène cyclique de l'ordre de l'heure, quelques dizaines de minutes, suivant les conditions de croissance chez la bactérie, qui va jusqu'à 1 jour ou plus dans d'autres espèces eucaryotes. Alors, certains prokaryotes, du reste, certaines mycobactéries ont des temps de division beaucoup plus lents, qui est de l'ordre de la journée. Mais enfin, voilà, vous avez une peinture assez proche qui montre que finalement, si l'on descend au processus moléculaire, il y a des temps universels, qui sont les temps d'association-dissociation, il y a des ordres de grandeur que l'on peut retrouver, mais dès lors que l'on croit dans les échelles spatiales plus grandes, à ce moment-là, il y a des temps générés, construits ou émergents, qui sont assez différents suivant la taille de la cellule. Donc il y a toujours une corrélation entre échelle spatiale et échelle temporelle. Alors regardons dans ce cadre peut-être des records ou des exemples assez particuliers de phénomènes cycliques, et en particulier ce qui est présent chez tous les organismes, archéas, bactéries et cellules eucaryotes, par exemple la synthèse d'ATP à partir de l'ATP synthase, qui est un gradient de protons, dont on voit ici une structure moléculaire. Il y a une rotation en fait de cette machinerie remarquable qui peut se visualiser lorsque l'on met un petit filament d'actine fluorescent collé en fait à une sous-unité de ce moteur, et on voit au cours du temps sa rotation qu'on peut mesurer avec des pas particuliers. Il y a par rotation 3 ATP qui sont produits et la machinerie tourne à 100 Hz, qui est à peu près le temps de rotation d'un moteur, d'un avion quand on décolle. Donc c'est assez rapide, et donc 300 ATP par seconde. Et c'est ce genre de machinerie qui permet donc d'apporter l'essentiel de l'énergie sous forme d'ATP dans la cellule. Alors ce phénomène cyclique ici dans un cas extrême, mais on verra différents exemples de phénomènes cycliques à l'échelle moléculaire pour lesquels les échelles de temps varient de l'ordre de quelques minutes à quelques heures, suivant le type de dynamique qui nous concerne. Donc on verra aujourd'hui différents exemples de phénomènes moléculaires cycliques avec des échelles de temps caractéristiques différentes. Pour la division cellulaire, on voit ici donc un film d'Escherichia coli assez accéléré, où on voit ces cellules qui se divisent. Ces cellules qui se divisent alors dans les conditions idéales de croissance autour de 20 minutes ou de l'heure plutôt dans les conditions plus normales de croissance. Chez une cellule eucaryote, le temps de division est beaucoup plus long, en particulier en raison du temps de réplication de l'ADN, le génome étant beaucoup plus grand. Et puis un certain nombre de checkpoints, de vérifications qui allongent considérablement le processus de division cellulaire. Et puis il y a des cas extrêmes dans les cellules eucaryotes, comme par exemple les cycles cellulaires chez l'embryon de drosophile très précoce, où là le processus est accéléré pour être de l'ordre de la dizaine de minutes. Donc voilà, il y a des variations
extrême dans un certain cas particulier où certaines étapes sont contournées, étapes de contrôle en particulier. Alors, en termes d'autres phénomènes cycliques que l'on connaît bien, le battement cardiaque, de l'ordre de la seconde chez l'être humain. Alors, c'est intéressant de voir les ordres de grandeur. Chez une petite musaraigne étrusque, sans doute le plus petit mammifère qui existe, on est de l'ordre de 40 millisecondes. Chez la baleine bleue, qui est le plus grand mammifère, on voit en plongée en fait, un battement toutes les 10 secondes, ce qui est quand même très lent. Donc on a l'ordre de 250 entre les deux types de battements cardiaques. Et on peut trouver néanmoins des valeurs universelles. Si l'on voit le battement cardiaque par vie de l'organisme en fonction du poids, on voit un invariant. Je ne vais pas me pencher là-dessus, j'en avais parlé dans les cours il y a quelques années. Un autre exemple encore plus long en fait en termes de phénomènes cycliques, j'ai choisi cet exemple. On peut voir comme une oscillation à très grande échelle, à l'échelle de populations d'organismes. On a tous entendu parler des migrations de monarques. Les faits sont assez remarquables. En toute l'Amérique du Nord, on a sur un territoire qui correspond à peu près à 4,5 millions de kilomètres carrés, véritablement des centaines de millions d'insectes qui, en l'espace de 2 mois, au mois de septembre et octobre, migrent vers un lieu qui correspond grosso modo à quelques kilomètres carrés seulement, donc une concentration remarquable, dans une zone assez reculée du Mexique, qui a été bien identifiée, dans laquelle ces animaux s'assemblent sur des arbres dans les conditions où ils vont en fait passer l'hiver. Et ensuite, l'hiver passé, en plusieurs générations, donc pas en un coup, les organismes vont... Excusez-moi. Ces organismes vont retourner vers leurs territoires initiaux, ou eux-mêmes, vu que ce sont les descendants de la population initiale. Autre exemple cyclique remarquable, encore plus long, de population, c'est l'exemple des cigales en Amérique du Nord qui ont des temps de génération qui, pour certaines espèces, est de l'ordre, enfin pas de l'ordre, est exactement 13 ans ou 17 ans. Ces populations sont extrêmement bien inventoriées. Vous repérez que ce sont des nombres premiers. Une théorie, c'est qu'en fait, c'est pour limiter les aspects de compétition entre différentes populations, vu qu'il ne peut pas y avoir de multiples l'un de l'autre. Alors en réalité, ces populations, ce n'est pas simplement une seule espèce, c'est différentes espèces qui peuvent d'ailleurs avoir une génération cyclique de l'ordre de 13 ans ou 17 ans, et elles forment des territoires adjacents avec des frontières assez bien marquées qui empêchent en fait les phénomènes de compétition. Cette année, en septembre ou octobre dernier, il y a eu justement un exemple particulier à des territoires très adjacents d'une brood, comme ils disent, qui, de 17 ans à 13 ans, qui sont apparus quasiment au même endroit, à proximité l'un de l'autre, et qui donnaient naissance à des millions, si ce n'est des milliards de cigales qui sont sortis en peu de temps. Donc voilà pour dire que des échelles moléculaires de 300 Hz jusqu'à 13-17 ans, on voit comme une caractéristique du vivant de fonctionner à l'échelle même des populations d'une façon cyclique. La question que l'on se pose évidemment, c'est qu'est-ce qui génère en fait ces constantes de temps cycliques. À l'échelle moléculaire, c'est assez simple, on peut en comprendre certains mécanismes. À l'échelle de populations beaucoup plus larges, 13-17 ans, il n'y a pas de phénomène cyclique extérieur qui est cette périodicité. Donc c'est un temps construit également, mais qui n'est pas et qui est assez précis. Et en fait, je n'ai vu nulle part le début du commencement d'une explication de ce genre de choses. Il y a un article, en revanche, j'ai mentionné un certain nombre de sites internet qui apportent beaucoup d'informations. Je laisse les curieux s'y référer. Donc voilà, donc pour finir ce panorama introductif de phénoménologie du vivant et de voir les différentes échelles de temps auxquelles il se manifeste, je voulais quand même parler du développement parce que nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard. Il suffit de regarder en fait un film très simple d'un embryon d'oursin à gauche ou d'un embryon de poisson zèbre à droite pour se convaincre que les phénomènes cellulaires sont extrêmement orchestrés dans le temps. On voit ici des divisions cellulaires qui se produisent non seulement selon des axes particuliers, mais à des temps très particuliers de façon synchrone, de sorte que la forme de l'embryon a une forme très particulière, très contrainte, chez un certain nombre d'organismes. Et puis, dans le cas du poisson zèbre, on voit l'apparition, comme dans beaucoup d'embryons, de structures spatiales, mais se produisant à des temps très particuliers, la formation du système nerveux dans la partie antérieure, et j'attire votre attention sur ces segmentations qui sont ce qu'on appelle les somites, qui sont les précurseurs des vertèbres futures, et du caractère segmenté de l'organisme ici du poisson zèbre. Donc nous verrons plus tard à cette périodicité spatiale correspond à un processus cyclique temporel.
Donc la question qui est posée à travers cette phénoménologie, c'est quels sont les processus qui permettent de régir dans le temps comme la partition de multiples acteurs indépendants des cellules et des processus moléculaires. Alors rentrons maintenant un peu plus dans la matière du codage du temps à travers ces différentes échelles que l'on a vues. Alors on va commencer par voir l'encodage du temps ou de temporalité d'une façon globale, puis d'une façon plus locale. Donc de façon générale, on peut déjà caractériser ou définir deux propriétés du temps, deux façons de l'appréhender, qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre, mais qui existent. La première, c'est un temps linéaire qu'on peut voir comme quelque chose comme l'accumulation en fait, du temps et de son corollaire qui va être par exemple une espèce chimique ou une grandeur spatiale, ou physique en tout cas. Et de l'autre point de vue, un temps qui est cyclique, comme on l'a vu dans ce panorama que je viens de vous présenter, où on va pouvoir utiliser une information qui est propre au caractère cyclique de ce temps, et on verra différentes illustrations de l'utilisation de ces propriétés, de cette paramétrisation du temps selon son caractère cyclique. Et donc, de façon plus précise, si on appréhende le temps d'une façon plus linéaire, alors voilà une façon extrêmement simple, dans un cas de croissance linéaire d'une quantité, que ce soit la masse ou une autre grandeur physique ou la concentration d'une espèce chimique, on peut voir au cours du temps différents taux de croissance de cette quantité et on peut imaginer un phénomène de seuillage qui permettra de définir différents temps caractéristiques T1 jusqu'à T5. Le système peut donc s'intéresser soit en fait, à l'accumulation de cette quantité et donc le temps qui résultera vient du taux de croissance, ou alors simplement mesurer en tant que tel le taux de croissance de cette quantité, sa dérivée plutôt que la quantité intégrée au cours du temps. Mais comme on l'a vu, le temps peut aussi s'appréhender d'un point de vue de ces dynamiques cycliques ou pseudo-périodiques. Alors par exemple, un spike qui peut être pas forcément régulier dans le temps, ou alors des processus oscillatoires, alors ici très réguliers mais qui ne sont pas forcément exactement réguliers, qui seront pseudo-oscillatoires, pseudo-cycliques. Alors on peut voir qu'à partir de cela, on peut soit compter les événements temporels, soit mesurer leur fréquence exacte, ou alors même les différences de phase entre différents processus l'un de l'autre. Et on peut aussi ajouter à ça des quantités comme l'amplitude du signal. Donc on voit toute une richesse très simplement appréhendée lorsque l'on commence à regarder ces différentes façons de mesurer le temps ou de mesurer des dynamiques temporelles d'espèces chimiques. Parce que le temps, c'est comme une variable abstraite qui est dérivée de variations dans le temps de quantités physico-chimiques dans le système vivant. Alors justement, pour définir des échelles de temps, la dernière fois on avait vu des échelles de temps spatiales, des échelles spatiales, maintenant voyons les échelles temporelles. Dans un système chimique, on peut déjà considérer un système à l'ordre zéro gouverné par la diffusion, ce qui est très important lorsque le système fait 1 micron à quelques microns ou dizaines de microns. Le temps caractéristique va être proportionnel au carré de la distance. Donc prenons l'embryon de Sédégan, qui fait grosso modo 50 microns de longueur. Le temps caractéristique de diffusion d'une espèce avec un coefficient de diffusion de l'ordre de 10 microns carrés par seconde, ce qui est à peu près ce que l'on trouve pour beaucoup de molécules, mais on va avoir un temps caractéristique de 250 secondes, ce qui, finalement, en quelques minutes, on arrive à avoir une distribution à la formation d'un gradient qui pourra atteindre son état stationnaire. Alors c'est sûr que quand on a un embryon beaucoup plus grand, alors on a vu l'embryon de Drosophile, par exemple, qui fait 500 microns de long. Donc là, on va avoir des échelles de temps plus longues, de quelques dizaines de minutes, pour arriver à la formation d'un gradient stable, ou même heure. Alors, lorsque le système est beaucoup plus grand, la diffusion, en fait, le temps croissant de façon quadratique par rapport à la longueur, on ne va plus pouvoir utiliser la diffusion pour communiquer à différentes parties de la cellule. Donc, c'est évidemment le cas des neurones, qui, dans les cas extrêmes, peuvent faire 1 mètre ou plus, où là, le temps de diffusion serait de l'ordre de 1 siècle ou plus. Donc, en fait, on va utiliser des mécanismes différents, qui peuvent être le transport par des moteurs moléculaires, mais même de façon plus déterminante, par des vagues d'activation chimique, trigger wave. Dans un cas simple, mais qui a été au début caractérisé dans le cadre du potentiel d'action dans le neurone avec le modèle de Fitzhugh-Nagumo, mais qui, en fait, de façon très générique, se retrouve sous une forme ou une autre dans d'autres systèmes biologiques, les ondes de propagation de calcium ou autres, j'en avais parlé il y a quelques années en détail. Je rappelle que dans ce type de modèle, connaissant
en particulier les propriétés d'auto-activation locale chimique et de couplage spatial par la diffusion. Et comme le couplage spatial est très très proche, en fait, la diffusion n'est plus un facteur limitant dans la propagation. Et on peut mesurer la vitesse de propagation comme dépendant du temps caractéristique du doublement de la réaction chimique, K, et du coefficient de diffusion. Et en donnant des valeurs caractéristiques bien connues dans ces systèmes, on peut avoir des vitesses de l'ordre de 20 mètres par seconde pour le potentiel d'action. Donc c'est des vitesses qui peuvent être considérables alors que le système n'opère qu'un couplage spatial par la diffusion. Donc voilà une stratégie que l'évolution a trouvée à de nombreuses reprises pour permettre des communications, des coordinations spatiales à grande distance. Et donc qui permettrait donc de générer des temps beaucoup plus courts. Alors dans un système mécanique, on peut aussi retrouver, construire un temps ou différents temps. Une première façon de l'appréhender, c'est si on considère un système mécanique sous contrainte, comme on peut le voir ici dans cette représentation schématique, étant donné des propriétés viscoélastiques du matériau, d'élasticité, de viscosité, état, on peut définir un temps caractéristique qui va être le rapport entre la viscosité et le module élastique, état sur E. Et ces propriétés permettent de rendre compte de la vitesse à laquelle une déformation va ou non se propager dans un matériau. La longueur étant définie par le rapport entre viscosité et friction. Une autre façon d'appréhender comment un système mécanique peut générer du temps, c'est en voyant les phénomènes de compétition entre différents processus. Le processus de diffusion que l'on vient de voir, qui va toujours être actif lorsqu'on a une espèce chimique dans un milieu comme le cytosol ou dans une membrane, mais on peut considérer également un déplacement avec un temps caractéristique qui vient précisément des propriétés mécaniques d'un matériau, en particulier les processus actifs, par exemple gouvernés par des moteurs comme ces processus contractiles que l'on voit présents dans toutes les cellules, ces réseaux d'actomyosine, sur lesquels on reviendra plus tard, mais que vous connaissez bien et qui sont capables de générer donc des déplacements, des écoulements actifs de fluides. Alors, on peut définir cette grandeur sans dimension qu'on appelle le nombre de Peclet, qui mesure précisément le rapport entre le taux de transport par convection ou advection, dans lequel on trouve grand L, la longueur caractéristique V, la vitesse de ce processus d'écoulement, et D, la diffusion. Alors, si jamais la diffusion domine sur le processus d'advection, on va avoir le cas représenté ici. Étant donné une espèce chimique concentrée à l'instant T0, en quelques secondes, on a une diffusion qui va se produire. Si maintenant on ajoute à ça un processus d'advection qui va devenir du même ordre de grandeur en termes de temps caractéristique que la diffusion, c'est-à-dire le nombre de Peclet va être de l'ordre de 1, à ce moment-là, au fur et à mesure du déplacement de ce processus, il va également y avoir diffusion. Mais imaginons un cas où la vitesse de déplacement est beaucoup plus grande que la diffusion, donc le nombre de Peclet plus important que 1, à ce moment-là, on va pouvoir advecter une espèce chimique sans qu'elle se diffuse. On va pouvoir la transporter. Alors par exemple, dans les systèmes que je rappelle, un écoulement actif de cortèse d'actomyosine dans l'embryon de C. elegans, qui a été bien caractérisé en particulier par le laboratoire de Ed Monroe et de Stefan Grill, et d'autres, on voit cet écoulement de la partie postérieure vers la partie antérieure. Certaines personnes comme Nate Goering ont proposé qu'il y ait une advection des molécules elles-mêmes qui soient à l'origine de la polarité cellulaire, qui permettent de coévoluer la distribution d'espèces chimiques, qui par ailleurs pourrait s'organiser par simple diffusion, avec l'advection d'un processus actif qui est associé. Ou alors un autre exemple d'écoulement actif, c'est dans l'embryon de poisson zèbre au cours de l'épibolie. Donc voyons qu'en fonction des propriétés mécaniques d'un système ou des processus actifs qui permettent des écoulements, on peut construire, en comparant on peut construire des échelles de temps, et on peut aussi, par compétition ou comparaison entre différents processus eux-mêmes définis dans le temps, générer des comportements émergents différents. Alors, voyons maintenant de façon encore plus globale la façon de construire des temporalités dans le système vivant. Et pour ça, je vais m'intéresser au développement un instant, en comparant notamment la spécification des identités cellulaires le long du tube neural, dont on voit ici une section. Alors, ce sont des tubes neuraux qui ont été construits in vitro à partir de cellules souches, je ne rentre pas dans les détails, mais on peut le faire à partir de cellules souches de souris ou humaines. Les structures n'ont pas la même taille et surtout n'ont pas la même temporalité. Donc en gros, on a les mêmes acteurs moléculaires qui définissent des identités neuronales. On voit ici, par code de couleur, ces différents types de définitions moléculaires de l'identité de motoneurones. On voit aussi leur organisation spatiale selon une distribution organisée depuis la partie ventrale du tube neural jusqu'à la partie la plus dorsale. Donc on voit ces différents domaines d'expression génétique dont j'avais parlé rapidement la dernière fois, qu'on revoit ici, et qui sont les mêmes, avec les mêmes molécules, chez la souris et chez l'humain.
Mais ce qui est différent, c'est la temporalité. Vous voyez ici la registration entre le nombre de jours qu'il faut pour définir ces domaines chez la souris, en gros quelques jours, alors qu'il faut environ 2,5 fois plus de temps, c'est-à-dire 2 semaines, chez l'humain pour produire les mêmes organisations spatiales. Vous avez ici, dans une échelle de temps semblable, le profil d'activation temporelle de ces différents gènes et leur organisation en domaines disjoints qui correspond au patterning de ces structures. Donc ce processus a une temporalité différente et la question est pour quelle raison? Alors, le laboratoire de James Briscoe d'un côté et de Miki Ebisuya de l'autre sont venus à une proposition d'explication de ce phénomène qui est assez intéressante et assez simple. La première chose qu'ils ont vérifié, c'est que le processus, cette différence n'est pas due... alors en fait, j'ai oublié de le rappeler, mais l'organisation spatiale différente de ces différents gènes vient de l'action d'un morphogène qui s'appelle Sonic Hedgehog, SHH, un morphogène qui a une source à partir de la partie ventrale du tube neural qui diffuse et se propage vers la partie dorsale du tube neural. Donc on a un gradient de concentration. Vous pouvez vous référer au cours dernier pour voir ce que j'entends par cette notion de morphogène, on l'a vu en détail, mais ils ont montré que à des doses semblables de Sonic Hedgehog dans ces deux systèmes humains et murins, on a des réponses avec des temporalités différentes. Donc ce n'est pas lié à une sensibilité, à des seuils de réponse différentes à ce gradient, ni à une réponse différente. Ce n'est pas lié non plus à des différences de séquence des gènes. Ils ont pu faire passer d'une séquence humaine dans la souris et montrer que le gène humain mis dans un contexte souris répondait à la temporalité de la souris, mais pas à la temporalité humaine. Donc ce n'est pas une propriété du gène, mais une propriété de la cellule dans laquelle ce gène lui-même s'exprime. Donc il y a un environnement cellulaire particulier qui génère cette temporalité. Donc ce que les auteurs ont commencé à étudier cette fois-ci, c'est la stabilité des molécules en jeu, c'est-à-dire des ARN messagers de ces différents marqueurs, ainsi que des protéines, sur la base duquel on peut définir le patron d'expression. Et en faisant des expériences de pulse chase, où ils peuvent marquer pendant un court temps tous les ARN messagers et voir leur évolution au cours du temps, on ne voit pas de différence entre l'humain et la souris pour les demi-vies des ARN messagers, qui sont en gros du même ordre de grandeur, qui sont de l'ordre de quelques dizaines de minutes. En revanche, en faisant un pulse test pour les protéines, ils ont commencé à voir vraiment très clairement une différence de l'ordre de 2,5 sur la demi-vie des protéines. Alors c'est toutes les protéines, ce n'est pas des protéines spécifiques, chez l'humain par rapport à la souris. Donc la seule différence observée est en fait une demi-vie des protéines. Alors la demi-vie des protéines est importante lorsqu'on a les phénomènes sur lesquels, notamment les phénomènes de gradient ou autres, en fait la dégradation est un processus essentiel pour comprendre comment un gradient se met en place, comment le système répond. Alors, comme ils avaient déjà développé un modèle computationnel qui permet de rendre compte de l'expression en gradient, à partir d'un gradient de Hedgehog, la production de domaines disjoints d'expression de ces cibles transcriptionnelles, ils ont utilisé ce modèle qui avait déjà été testé de multiples façons pour voir dans quelle mesure les paramètres du système permettent de rendre compte de l'évolution, de la transformation en fait, de la temporalité de la souris par rapport à l'humain. Et finalement, la plupart des paramètres peuvent être changés de façon assez libre pour rendre compte de cette différence de temporalité, à l'exception d'un paramètre particulier qui précisément est la demi-vie des protéines, qui est beaucoup plus contraint pour rendre compte de cette différence. Donc cette étude assez large de valeurs de paramètres permet de dire qu'il y a une plus grande contrainte de la valeur de demi-vie des protéines, ce qui en fait va à l'appui de son rôle prééminent pour rendre compte de cette différence de temporalité. Donc, ils ont pu aller un peu plus loin, même prendre une protéine exogène, comme une protéine fluorescente, MK2, la mettre dans le système et le voir qu'elle-même, à ce moment-là, avait une demi-vie qui était différente dans ces différents systèmes. Donc, ce n'est pas lié à la séquence de la protéine, c'est une propriété générique de la cellule qui n'est pas encore comprise, à vrai dire. Et d'ailleurs, d'autres phénomènes cycliques, comme le cycle cellulaire lui-même, a une temporalité différente dans ces différents systèmes. Donc aujourd'hui, on n'en sait pas vraiment plus sur l'origine du contrôle de cette demi-vie, mais si ce n'est que, visiblement, c'est ce qui pourrait rendre compte de cette différence de temporalité. Alors, une autre façon de regarder le processus, c'est de s'intéresser aux aspects métaboliques, donc au processus énergétique, la production de l'énergie, ainsi qu'à l'utilisation de l'énergie pour l'anabolisme, la construction de l'organisme, synthèse des protéines en particulier. Et là, on se situe dans le cadre de la segmentation des embryons,
dont je parlerai plus tard, et dans les systèmes issus de cellules souches in vitro, chez la souris, chez l'humain, le laboratoire d'Olivier Pourquier a pu montrer, enfin ce qui était connu avant, mais il a pu commencer à étudier plus en détail, l'origine d'un phénomène connu qui est que, alors que la périodicité des segmentations chez la souris est de l'ordre de 90 minutes, on a un facteur 2 pour l'humain en termes de période. On voit ici les deux types d'oscillations, production des somites à des fréquences différentes. Donc, d'autres propriétés comme le cycle cellulaire est également plus long. L'étude précédente déjà indiquait cela. Et donc, ici, j'en reparlerai plus en détail après, ce qu'on appelle l'horloge de segmentation à une période qui est d'un facteur 2 plus longue chez l'humain que chez la souris. Donc, quelle est l'origine de ce processus? Alors là, les auteurs mettent en avant une explication plus générique, qui n'est pas d'ailleurs forcément incompatible, mais d'une façon pas forcément comprise avec la question de la durée de vie des protéines, mais qui s'intéresse ici à l'activité métabolique de ces organismes. En regardant la consommation de glucose par unité de masse, donc une activité métabolique normalisée par une densité d'activité métabolique, vu qu'on est par unité de masse, on a un facteur 2 aussi, presque un facteur 2 de différence entre la souris, qui en gros brûle plus vite de l'énergie que l'humain, qui donc semble au ralenti. Alors regardons ici l'activité respiratoire, en tout cas la consommation de glucose, qui essentiellement va dans le cycle OXPHOS de la chaîne respiratoire, mais dans des conditions anaérobies, par fermentation également, on voit un facteur 2 de différence. Regarde aussi la densité de mitochondries, qui est en gros 2 fois plus petite chez l'humain que chez la souris. Donc on a évidemment des paramètres énergétiques qui sont différents, qui semblent indiquer que chez la souris, finalement, elle tourne plus vite, elle brûle plus vite de l'énergie, parce qu'elle a aussi plus de mitochondries par unité de volume. Alors regardons plus en détail les paramètres notamment de production énergétique dans la chaîne respiratoire, c'est-à-dire au niveau des mitochondries. Donc ici, on zoome sur la membrane interne des mitochondries. On voit toutes ces molécules de transport d'électrons de la chaîne respiratoire couplées via la formation d'un gradient de protons à la synthèse d'ATP. Donc vous vous souvenez, en gros, on a des molécules réductrices, NADH, qui donnent les électrons à toute une chaîne de molécules par un mécanisme remarquable. Et il y a un couplage entre cette réaction et le passage de protons dans l'espace entre ces deux membranes, et le gradient de protons qui est généré est utilisé comme source d'énergie libre pour permettre en fait la rotation du moteur dont on a parlé tout à l'heure, qui tourne à 100 Hz et qui produit 3 ATP par rotation de ce moteur. Donc on a à la fois des transporteurs d'électrons et puis quelque chose qui génère l'ATP. Il existe un grand nombre d'inhibiteurs qui affectent différentes parties de la chaîne respiratoire, notamment le transport d'électrons ou l'ATP. Et le résultat frappant, et assez surprenant à vrai dire, est que ce qui semble être déterminant pour expliquer la période de segmentation, ce n'est pas en fait l'ATP synthase, donc la synthèse d'ATP, mais en fait la chaîne respiratoire proprement dite. Et en utilisant donc des inhibiteurs de ces différents complexes, complexe 1, complexe 2, complexe 3, dont on voit ici l'effet sur la période de segmentation, et également sur le rapport NAD-NADH. Donc finalement, ce que les auteurs découvrent, c'est que ce qui est déterminant, ce n'est pas l'ATP, mais le ratio entre NAD et NADH dans ces cellules. Pour voir le lien avec la synthèse des protéines, qui est quelque chose d'absolument essentiel dans un processus biologique, ils utilisent un système assez quantitatif qui permet de marquer les chaînes polypeptidiques en cours de synthèse en utilisant la pyromycine qui se lie en fait au ribosome, arrête la synthèse de la chaîne polypeptidique, peut être reconnue par un anticorps monoclonal lui-même fluorescent. On peut donc quantifier de façon précise la synthèse protéique dans une cellule. Et on peut voir donc qu'il y a une densité d'activité traductionnelle dans les cellules qui est plus importante chez la souris que chez l'humain. Donc en lien avec l'activité énergétique plus importante, il y a aussi une synthèse protéique par unité de volume, donc densité de synthèse protéique est plus importante. Et ce qui est remarquable, c'est que quand on bloque la traduction avec cet inhibiteur qui est donc la cycloheximide, on voit une augmentation faible mais néanmoins significative de la période de segmentation, ainsi que du cycle cellulaire. Et enfin, les inhibiteurs qui bloquent donc, cette partie de la chaîne respiratoire, donc, ce qui affecte donc le rapport NAD+ sur NADH et le transport d'électrons, donc ces inhibiteurs-là ont un effet sur la synthèse protéique. Et donc finalement, ceci semble expliquer l'ensemble des phénomènes, s'il y a peut-être un lien
entre donc, cette activité métabolique essentielle et puis les activités d'anabolisme dans la cellule qui sont au cœur donc, de ce qui définit ces constantes de temps. Donc, pour résumer, on peut voir ici ce qui est un chantier d'investigation tout à fait ouvert. Et Margarete Diaz-Quadros, qui s'est déplacée à Boston, qui n'est plus à Harvard Medical School chez Olivier Pourquier, mais qui a un laboratoire au General Hospital, en fait, étudie en fait, ces processus. Une revue récente d'elle montre tout un programme pour essayer de comprendre comment les processus métaboliques liés au rapport NADH et NAD+, pourraient expliquer toute une série de choses comme la synthèse protéique. On ne voit pas de lien direct ici avec la constante de dégradation des protéines, qu'on a vu dans les autres études étant un facteur important, mais qui pourrait expliquer non seulement les constantes caractéristiques de segmentation, de cycle cellulaire, et puis aussi les temps de différenciation. Je n'ai pas le temps de parler d'une autre étude, mais qui est sortie à peu près au même moment, du laboratoire de Van den Hagen en Belgique, à Bruxelles, et qui montre qu'en fait, la différenciation neuronale chez l'humain et chez la souris a pu être étudiée en faisant des transplantations chez la souris de neurones humains, et les temps caractéristiques sont différents, et eux-mêmes gouvernés par les mêmes processus métaboliques que ceux identifiés dans le laboratoire d'Olivier Pourquier. Donc, c'est un terrain d'études important, assez nouveau, dans lequel beaucoup de choses sont à clarifier, mais qui sont en montrer que au niveau macroscopique, dans tout un organisme, des propriétés génériques d'un système en termes de son activité métabolique peut se coupler aux paramètres d'anabolisme et de propriétés de synthèse et de demi-vie des protéines qui pourraient gouverner donc les constantes de temps macroscopiques. Alors, il y a aussi la possibilité, bien sûr, que ces paramètres mêmes faisant l'objet d'une différenciation ou d'une régulation de tissus spécifiques, que certains tissus puissent avoir leur temps relatif en termes de densité d'activité métabolique qui soit différent. Il n'est pas forcément le cas que toutes les cellules dans l'organisme fonctionnent avec la même échelle de temps en termes d'activité métabolique. Je vais revenir dans les diapositives qui suivent, mais c'est un point important. C'est à la fois vu comme un paramètre espèce spécifique, mais également tissu spécifique en termes de régulation. Alors justement, pour voir de façon différente l'énergétique comme facteur pouvant générer des temps caractéristiques, j'aimerais me référer à un travail dont j'avais parlé beaucoup plus en détail, mais le voir un petit peu différemment en termes de ce qu'on appelle maintenant metabolic scaling, qui est étudié de plus en plus par des gens, physiciens et biologistes. C'est un domaine en pleine croissance. Donc, quand on considère un humain avec ses quelques 3,10 puissance 13 cellules, l'ordre de grandeur pour une cellule, c'est qu'il y a de l'ordre de 3 millions d'ATP qui est consommé par seconde, ce qui rend compte en fait, du métabolisme de l'ordre de 2000 kilocalories par jour pour un être humain de quelques dizaines de kilos. Donc il y a une répartition dans différentes cellules de ce type d'activité métabolique. On peut remonter dans les années 30 à l'étude de Kleiber qui montre en fait, cette loi d'échelle entre la densité d'activité métabolique, enfin là ce n'est pas la densité, c'est l'activité métabolique de l'organisme, grand B, et la masse. On a une loi de puissance avec un coefficient de 3/4. En tout cas, bien défini pour tous les mammifères, des petites musaraignes jusqu'aux grands mammifères terrestres et même plus. Alors, je voudrais maintenant me référer en particulier à une étude qui essaie d'expliquer le lien avec une loi de croissance très générique dans un organisme et cette loi de Kleiber. Cette loi de croissance très générique, elle n'a rien de très sophistiqué, elle est vraie à l'ordre zéro avec quelques modifications qu'on pourrait ajouter. On va dire que finalement l'activité métabolique d'un organisme en croissance, que ce soit au cours du développement ou dans sa vie post-natale, ça va être quelque chose qui va rendre compte de l'énergie allouée à la vie de la cellule, son activité physiologique, sa signalisation, etc. Et qui est donc proportionnelle à l'activité métabolique par cellule, BC, et le nombre de cellules de l'organisme, plus un autre terme qui rend compte de l'énergie requise pour la croissance, c'est-à-dire la production de nouvelles cellules par croissance de matière et répartition dans des cellules qui prolifèrent. Et donc là, on va avoir un facteur propre à l'espèce, qui est l'énergie requise pour produire une nouvelle cellule, et puis le taux de croissance du nombre de cellules. Voilà. Donc en définissant ainsi les choses et en se rappelant que la masse totale de l'organisme, ça sera le produit du nombre de cellules et de la masse cellulaire, en faisant l'approximation que la masse des cellules était invariante, est une propriété générale de toutes les cellules, ce qui évidemment est faux, mais qui, pour une grande approximation, est largement vrai. On peut construire une loi de croissance, dm sur dt, directement dérivée de ça, je ne rentre pas dans les détails, qui peut s'exprimer comme en termes d'un facteur qui est proportionnel à B, la puissance métabolique, et M, la masse elle-même. En écrivant, en se rappelant la loi de Kleiber, sans chercher même à l'expliquer, en la prenant comme une loi phénoménologique,
on arrive à une reformulation de la loi de croissance dans laquelle on voit apparaître cette propriété assez remarquable, c'est qu'il y a bien sûr un terme qui est proportionnel entre donc, le taux de croissance et la croissance, le taux de croissance de la masse et la masse elle-même, qui vient du fait qu'il y a un besoin énergétique qui est proportionnel à la masse de l'organisme. Mais il y a un autre terme qui vient directement de la loi de Kleiber, injecté dans cette équation, et qui est interprété par Jeffrey West dans ses études dont j'avais abondamment parlé il y a quelques années, comme quelque chose qui est contraint par la distribution ou l'allocation de l'énergie dans l'organisme, par la distribution dans les canaux, systèmes sanguins, etc. Et donc, il y a une compétition entre l'énergie consommée, entre l'offre et la demande, l'offre ayant une croissance sublinéaire, un coefficient 3/4, alors que la demande est linéaire par rapport au taux de croissance. Donc, à partir de là, on imagine qu'il y a donc une croissance qui arrive asymptotique, qui, dans une espèce comme la vache, donne ce genre de courbe très particulier, et la masse asymptotique va être dépendante des constantes propres à l'espèce, que l'on a définies, le nombre de cellules, le métabolisme par cellule, etc. Mais on peut reformuler ça d'une façon qui est assez remarquable, en renormalisant un certain nombre de quantités comme la masse asymptotique. On peut définir une petite r qui va être la fraction de la puissance métabolique allouée au maintien en vie de l'organisme, sustenance, et puis 1 moins cette quantité qui va être la fraction de la puissance métabolique allouée à la croissance. Et on peut redéfinir donc un temps renormalisé, qui a une forme un peu plus compliquée, mais peu importe les détails de cette reformulation, c'est vraiment la même chose réécrite différemment. Elle permet de voir que toutes les différentes courbes qui sont différentes pour les différentes espèces collapsent en une courbe universelle qui a cette forme de 1 moins l'exponentielle moins temps, ce temps réécrit à un temps renormalisé. Donc, ce qui veut dire que finalement, il y a comme une propriété universelle déjà de la croissance des organismes vivants, avec un temps universel qui s'exprime en termes de paramètres largement liés en fait, au métabolisme de cellules. Parce que finalement, si on s'intéresse, BC, c'est quelque chose qu'on pourrait décrire, ou on pourrait en rendre compte en termes des propriétés du métabolisme cellulaire, dont j'ai parlé un peu plus en détail, mais qui lui-même est un monde. Et donc, on voit ici une opportunité de coupler une étude très intracellulaire, telle que je l'ai rapportée des processus métaboliques à l'œuvre dans la croissance d'une cellule, la synthèse protéique, les demi-vies, etc. Et puis quelque chose de beaucoup plus macroscopique qui définit une courbe de croissance universelle. Alors pour être un peu plus dans les détails, on pourrait maintenant même réécrire B, la puissance métabolique d'une cellule ou d'un organisme, comme la somme, d'accord, des consommations énergétiques par réaction chimique, grand R indice I, pour les différentes réactions chimiques, qui sont associées au métabolisme dans la cellule, et qui sont évidemment en très grand nombre. Mais de façon très générique, on peut dire que RI, donc cette puissance métabolique par réaction chimique, elle va être dépendante de choses assez attendues. La concentration des réactants des espèces chimiques impliquées dans ces réactions, les flux associés, et puis l'énergie cinétique associée à ce système dans lequel on va retrouver l'énergie d'activation EI et qui est fonction de la température. Donc on voit maintenant non seulement quelque chose, alors à gauche, la concentration des réactantes et leur flux, dans le cadre de la théorie de Jeffrey West, c'est quelque chose qui peut s'injecter comme quelque chose qui est proportionnel à la puissance 3/4 de la masse venant de la loi de Kleiber, vu que dans la théorie de Jeffrey West, la distribution des ressources à chaque cellule par le système vasculaire est quelque chose qui est donc suit cette loi de croissance et qui prendre en compte cette contrainte liée à l'apport énergétique et ce qui donne cette proportionnalité avec une loi de puissance de la masse. Et ici, une dépendance de la température. Donc on peut réécrire finalement la puissance métabolique comme quelque chose qui n'est pas égal mais proportionnel à donc ce facteur de loi de puissance pour la masse, et puis une dépendance de la température. Donc à partir de là, il y a une prédiction, c'est que si on prend le log de cette, en passant la masse de l'autre côté, le log de cette quantité-là, on devrait avoir une relation linéaire avec l'inverse de la température. Et donc dans un certain nombre de systèmes, l'étude que je mentionne ici montre qu'effectivement, il y a une linéarité avec un coefficient qui est grosso modo le même ordre de grandeur, que vous voyez que de l'ordre de moins de 0,5 Kelvin pour, en ordonnée, c'est 1000 sur Kelvin pour une unité plus simple, mais qui peut se retrouver à partir de ces connaissances de K, et puis de la valeur moyenne de l'énergie d'activation de l'ordre de 10 puissance moins 19 joules. Donc voilà, la valeur ici est calculée
à partir de ces grandeurs-là. Et là, ce sont les données expérimentales. On n'est pas très loin. Donc c'est quand même pas trop mal, étant donné le nombre de facteurs impliqués dans ce type de représentation. Donc à partir de là, on pourrait donc définir un taux de biological rate, ou alors un temps biologique qui aurait une dépendance, bien sûr à la température pour tous les processus de réaction chimique, mais également à la masse de cet organisme, avec une loi de puissance qui vient directement de la loi de Kleiber. Donc c'est quelque chose qui ne fait pas dépend de quelques hypothèses simplificatrices du fait que toutes les cellules ont la même propriété générée, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, à l'ordre zéro, on peut voir qu'on peut définir une espèce de temps universel où en fait on peut dire que tous les organismes fonctionnent avec une horloge universelle si on l'ajuste ou on la normalise pour leur masse et leur température, qui effectivement varie d'un organisme à l'autre. Donc c'est une façon de se représenter l'universalité d'un temps en dépit des différences caractéristiques de température et de masse des organismes. Alors, on a vu donc une définition un peu macroscopique des propriétés temporelles, de la temporalité des processus biologiques en termes énergétiques et leur couplage avec les processus de temps de vie des protéines et de leur synthèse au niveau élémentaire. Mais maintenant, on va rentrer dans une analyse beaucoup plus précise en termes d'information. Quelle information retirer d'une dynamique, d'un processus chimique? Et donc là, on va des processus beaucoup plus locaux et on va s'intéresser aux dynamiques de signalisation dans les cellules pour commencer. Alors, on revoit ici donc, à quoi s'attendre en termes de propriétés de la dynamique de processus chimiques. On peut avoir des systèmes où on imagine, peut-on mesurer la durée d'un processus chimique, une variation, par exemple distinguer la courbe rouge de la courbe verte. Donc là, on aurait des signaux de même amplitude, mais si on extrait l'information temporelle, on pourra distinguer le signal vert du signal rouge. À l'inverse, en termes de taux de variation, ces deux courbes sont identiques, mais la quantité du signal n'est pas la même. Donc en faisant une lecture statique ou dynamique, on peut distinguer telle ou telle dynamique, tel ou tel profil de variation temporelle d'une espèce chimique. Donc voilà, fréquence pourrait être mesurée, le nombre de pulses pourrait aussi être mesuré, ou les différences de phase. Donc tout, on va voir des illustrations concrètes de ce type de décodage de l'information. Alors commençons par une mesure de l'encodage, du décodage de la durée de signalisation au cours du développement. Donc là, on se situe dans ce tube neural dont j'ai parlé tout à l'heure, donc je n'ai pas besoin de réintroduire en détail ce système. On voit ici le patron d'expression de ces différents gènes, et on peut étudier surtout dans les explants comment différentes concentrations du morphogène Hedgehog génèrent différentes outputs en termes d'expression. Donc, faible concentration, on a le gène à faible seuil PAX7 qui est induit, et à plus grande concentration, on voit son inhibition, l'activation inverse de OLIC2, puis de NKX 2.2 vers ici. Mais le fait remarquable, c'est qu'on peut récapituler cette dynamique, cette expression, non plus en jouant sur la concentration, mais sur la durée d'exposition à une concentration fixe de cette molécule. Donc ici, par exemple, si on a 1 nanomolaire de Hedgehog, on va avoir en gros exclusivement l'activation de OLIC2, qui est cette molécule intermédiaire en rouge, alors que NKX 2.2 ne va quasiment pas être induit. À l'inverse, si l'on multiplie par 4 les concentrations de Sonic Hedgehog, on va avoir au début l'activation du gène OLIC2, mais au cours du temps, on va avoir un remplacement, il va y avoir une inhibition du rouge et activation de NKX.2. Donc finalement, le système est comme capable d'utiliser le temps comme variable pour discriminer entre différentes concentrations, décoder cette information temporelle pour activer un gène et non pas l'autre, alors que la concentration est la même pour les deux gènes, est la même. Donc, on voit en particulier une propriété récapitulée ici, c'est qu'à partir de 24 heures, il y a une activation des différents gènes qui est différente au cours du temps, mais surtout qui est dépendante de la concentration. Si on a une forte concentration du morphogène, finalement, l'activité de la voie Hedgehog est constante. Si on commence maintenant à avoir des concentrations beaucoup plus faibles, de l'ordre de 0,5 nanomolaire, à ce moment-là, il y a une dégradation ou une réduction, plus exactement, de l'activité de la voie Hedgehog par un processus d'adaptation. Les cellules exposées pendant un certain temps au signal
vont adapter leur activité. Et cette adaptation va être d'autant plus forte que le signal est lui-même faible. Et c'est cette propriété d'adaptation qui va générer en fait cette propriété de réponse comme on le voit. Alors comment cette adaptation est-elle générée? Alors la voie Hedgehog, c'est un peu compliqué, mais pour simplifier, on va dire qu'il y a un ensemble de molécules qui est dans un état inactif, parce que le récepteur n'est pas à la surface. Et il va y avoir une inhibition de cette inhibition par par Hedgehog qui va en fait se lier à patch, cette molécule qui inhibe le pro-récepteur. Donc ça, c'est l'inhibition de l'inhibition du molécule. Et donc quand le ligand se lie au récepteur patch, il va y avoir une libération du récepteur qui va activer cette molécule. Donc la signalisation est induite par inhibition d'un inhibiteur de la voie. Ce qui est remarquable, c'est que Hedgehog lui-même induit son propre inhibiteur étant patch. Et donc c'est ce processus d'induction avec un certain délai de patch qui va générer le processus d'adaptation. On le voit ici, lorsque l'on inhibe patch dans ces cellules-là, alors que cette concentration 1 nanomolaire de Hedgehog, on a l'expression différentielle de OLIG2, gène intermédiaire, et le gène à forte concentration qui n'est pas induite. Si l'on enlève patch, les deux sont exprimés à la concentration égale, parce qu'il n'y a plus le phénomène d'adaptation à la signalisation. L'adaptation peut s'interpréter comme ce qu'on appelle dans les systèmes logiques de incoherent feed-forward loop. En fait, on active un gène qui va lui-même rétroagir par negative feedback sur le système, par inhibition. Alors, de façon plus précise, et on peut se représenter ainsi le processus d'adaptation à l'œuvre, si l'on est on peut raisonner en termes de concentrations différentes du morphogène M ou Hedgehog. Si on est à des concentrations importantes, au cours du temps, il va y avoir une activation séquentielle de gènes de faible seuil, bleu, puis rouge, puis vert. Et donc, au bout d'un certain temps, il va y avoir uniquement l'activation du gène à seuil élevé, NKX.2, 2.2, vers ici. Si en revanche, à l'autre extrême, on a une concentration plus faible de Hedgehog, à ce moment-là, par le phénomène d'adaptation qui est beaucoup plus fort dans ce cas-là, parce que la concentration est plus faible, on va avoir une inhibition de la signalisation de Hedgehog qui va faire que dans la dynamique d'expression va passer du gène à faible seuil bleu, puis rouge, puis retourner à bleu. Donc en fait, on est dans un cas où finalement, en intégrant la concentration qui est spécialement organisée, parce qu'on a un gradient, et la dynamique temporelle liée au phénomène d'adaptation, on va avoir une discrimination spatiale, mais par une lecture temporelle, par une adaptation temporelle de la signalisation. Et c'est ça qui génère en fait la réponse, à la fois qui prend en compte un effet de concentration, mais en prenant aussi en compte une dynamique temporelle par l'adaptation à la signalisation. Et c'est précisément le fait que l'adaptation n'est pas la même pour les faibles et les fortes concentrations qui génère la réponse différentielle au morphogène Hedgehog. Alors on peut on peut voir d'une façon différente comment un système peut encoder et décoder en fait la durée d'un signal. Vous êtes familier avec le fait qu'il y a une voie de signalisation qui est utilisée dans un grand nombre de contextes, qui est la voie de signalisation RAS. Elle peut être elle-même, alors qui active en aval d'autres molécules comme ERK, qu'on va voir ici à différents ERK, qui est une kinase. Bon, peu importe les noms, le point important, c'est que cette voie de signalisation elle est activée par des récepteurs typiquement tyrosine kinase, et qui sont eux-mêmes activés par des grands nombres de ligands. Alors, on avait vu la dernière fois, en tout cas il y a 2 semaines, que oui, suivant les concentrations ou même suivant la nature des ligands, on peut avoir des réponses combinatoriales différentes du mode de signalisation. Maintenant, on va s'intéresser à quelque chose qui est, en un sens, qui est très différent et plus riche, c'est quid de la dynamique en fait, du ligand ou de la dynamique et comment la cellule décode l'information qui est présente dans l'environnement pour en faire une représentation interne et qui va permettre d'encoder d'autres processus par ailleurs. Donc ici, on va s'intéresser en particulier donc, à l'existence de signaux qui sont de durée différente. Parce que la caractéristique que découvrent ces auteurs dans cette étude, c'est que le système de signalisation RAS-ERK se comporte comme un filtre qui a une bande passante très large, mais qui est low pass, qui est filtre passe basse, c'est-à-dire qui va filtrer l'activité avec des fluctuations, avec des variations très courtes, et qui ne va prendre en compte, transmettre que l'information dès lors qu'il y aura une durée significative de quelques minutes ou plus longue.
Et le point qui est remarquable, c'est que donc ici, on va avoir un negative feedback qui va faire que la durée est transitoire. Ici, on a un positive feedback qui va générer en fait une signalisation intracellulaire plus longue. Et en fait, par l'intermédiaire, donc ça c'est au niveau du récepteur, mais par l'intermédiaire de ces modules de signalisation RAS et ERK, il va y avoir ou non une transmission de ces différents signaux. Et en particulier, il va y avoir des gènes qui vont répondre de façon différente au signal qui est lui-même décodé dans la cellule, dont on voit ici une représentation. Il y a une décodage modulaire où certains gènes qui ont des réponses rapides vont en gros avoir une dynamique en verte qui est conforme à la dynamique en bleu en sortant du module d'activation RAS-ERK, et d'autres qui vont, à l'inverse, répondre uniquement aux signaux d'une certaine durée. Donc on voit comme une espèce de millefeuille où la dynamique extérieure dans l'environnement, au niveau de la membrane, le système génère en fait déjà un filtre qui va générer par l'intermédiaire du module RAS-MAPKinase des profils d'activation temporelle différentes qui eux-mêmes peuvent être décodés d'une façon différente par différents modules. Donc en fait, ça permet de voir d'une façon différente ces voies de signalisation qui, à première vue, comme on l'a vu ces cours précédents, font très peur parce qu'il y a beaucoup de molécules qui font beaucoup de choses. En fait, la multiplicité de ces acteurs moléculaires dans ces voies de signalisation permet de générer comme des couches de réponse, de décodage d'une information temporelle de la partie extracellulaire jusqu'à l'intérieur. Et on voit ici dans le code de couleur en rouge les gènes qui ont une réponse rapide qui est très proche de la dynamique donc on voit ici en gris la réponse immédiate de la voie de signalisation par RAS-ERK. Et ici, comment différentes parties des voies de signalisation en rouge et en bleu répondent rapidement ou plus tardivement, et comment elles-mêmes, elles décodent différents types d'informations, et donc vont générer des réponses cellulaires différentes. Donc voilà, à travers ces voies de signalisation, sachons maintenant qu'il y a, si l'on se donne les moyens d'étudier cela en détail d'une façon quantitative, une façon de mettre en ordre, de classifier les molécules en termes de réponses à des dynamiques temporelles différentes de signaux. Alors, ça, c'est pour le décodage de la durée de l'information d'un signal. Mais il y a une richesse d'informations plus vaste, notamment le décodage de la fréquence d'un signal. Alors, je vous parle ici de deux études. La première, cette étude du laboratoire de Michael Elowitz. Chez la levure, un certain nombre de stress cellulaires de l'environnement génèrent une réponse par une voie de signalisation calcium dépendante, qu'on avait la réponse au stress par le calcium, qui prend en compte cette phosphatase calcinurine qui va changer l'état de phosphorylation du molécule CRZ1, en anglais crazy phosphate et non phosphorylé, et qui va donc transloquer dans le noyau et activer la transcription de différents gènes. Donc, crazy1, c'est un facteur de transcription, et on peut voir ici dans une séquence temporelle comment l'ajout du calcium à une certaine concentration va induire la translocation nucléaire de ce facteur de transcription en blanc. Et on peut étudier de façon quantitative, de façon très précise, la localisation de ce gène crazy1-GFP, donc marqué par un fluorochrome, en fonction de la concentration de calcium. Et quand on apporte le calcium, on voit tout d'un coup, à partir d'un niveau de base ici, un espèce de bruit de base, l'activation très forte avec des spikes qui ont une durée particulière. Et on voit ici deux exemples dans deux cellules différentes, et on peut après moyenner sur un grand nombre de cellules et voir en fait une activité extrêmement forte dans les parties qui suivent rapidement l'ajout de calcium et après une réduction progressive au cours du temps. Le point important, c'est que le calcium régule la fréquence des bursts de translocation nucléaire de crazy, mais pas la durée en fait, de ces bursts qui est en fait qui est la même pour différentes concentrations. Ici, 50 millimolaires en bleu et 200 millimolaires de calcium. La durée des bursts est la même, par contre la fréquence augmente progressivement au cours du temps, avec la concentration du calcium. Donc on peut regarder plus finement la statistique de corrélation entre les bursts de crazy1 et l'activation transcriptionnelle de gènes en aval que l'on peut étudier avec un gène reporter qui a été construit et qui répond directement à la concentration de ce facteur de transcription crazy1. Et en particulier, on sait que la concentration nucléaire de crazy1 est directement corrélée et induit en fait la transcription de ce gène qui nous intéresse. Là. Donc on voit ici au cours du temps, à mesure que les bursts de crazy1 se produisent, l'augmentation
par accumulation du gène cible qui nous intéresse. Et on peut considérer ici deux modèles différents de lecture de la dynamique de Crazy-1. Le premier qui va être en fait par modulation d'amplitude et le deuxième par modulation de fréquence. Et voyons en fait les propriétés émergentes différentes. Ici, c'est un modèle qualitatif que je vais vous présenter. Donc, dans le modèle de modulation d'amplitude, le calcium contrôle la fraction nucléaire de Crazy-1, donc sa concentration nucléaire, et différents promoteurs, donc de gènes A et B, qui ont leur propre input function, c'est-à-dire quelque chose qui décrit pour chaque promoteur le lien qu'il va y avoir entre la concentration du facteur de transcription Crazy-1 lié à lui, et puis le taux de transcription qui peut lui-même se mesurer. Donc chaque promoteur, en fonction de ses propriétés, va avoir une input function différente. D'accord ? Alors, on peut voir ici, donc, en fonction des différentes concentrations de calcium, qui seront différentes, la concentration nucléaire, dans ce modèle de modulation d'amplitude, va être différente, mais stable au cours du temps. En raison de cela, donc, si ici on représente en abscisse la concentration nucléaire de Crazy-1, si le calcium est augmenté, on a des valeurs nominales qui augmentent. Et chaque promoteur va donc décoder cette information pour induire une transcription qui, en la normalisant, n'a aucune raison d'être identique, vu que chaque input function est différente. Et donc, on voit bien ici que donc, la réponse, l'activation de différents gènes au même signal calcium ne va pas être coordonnée entre les différents promoteurs, entre les différents gènes. On va voir que le phénomène est différent dès lors que l'on a une modulation de fréquence, parce que dans le cas de la modulation de fréquence, le calcium ne contrôle pas la concentration nucléaire de Crazy-1, mais la fraction du temps qu'il passe dans le noyau. Parce que vous voyez ici, alors que l'on augmente, on a ici des spikes, des bursts en fait, de translocation nucléaire de Crazy-1. Lorsque l'on augmente la concentration de calcium, donc rouge, enfin bleu, violet, rouge, on augmente le nombre de spikes, donc la fraction du temps qu'il va passer dans le noyau, mais pas sa concentration. Donc effectivement, dans cette représentation simple, on va dire que Crazy-1 est soit une concentration minimale, 0, soit concentration maximale, cette valeur particulière. Lorsque l'on augmente, donc on a une distribution bimodale, et lorsque l'on augmente la concentration du calcium, ce que l'on fait, c'est qu'on augmente la durée du passé dans le noyau, mais pas la concentration. Donc à partir de ce moment-là, on voit bien que même des gènes qui ont des promoteurs qui ont des input functions différentes vont générer des réponses qui, quand on les normalise, vont être les mêmes pour les deux gènes, parce que les gènes ne répondent qu'à la durée dans le noyau et non pas à la concentration de Crazy-1. Donc ils vont répondre de façon similaire à la même variable qui est la fréquence des bursts. Voilà, donc l'expression des gènes est à ce moment-là coordonnée dans ce modèle de modulation de fréquence. En tout cas, cette analyse qui est présentée dans le papier indique comment, en tout cas dans un modèle simple, on peut voir une propriété émergente d'un décodage de l'information sous forme de fréquence qui est différente et riche pour un système. Alors, de fait, ils font des expériences et montrent que sur ce gène reporter, sur lesquels ils génèrent donc différents promoteurs qui auront différents sites de liaison pour Crazy-1, donc des input functions différentes, ils voient que, en fonction de la concentration de calcium présentée ici en abscisse, l'expression normalisée, en fait, est la même, ce qui est une bonne façon pour commencer de montrer que le système semble fonctionner comme en détectant la fréquence du signal et non pas son amplitude. Et ici, dans une autre expérience, où ils peuvent voir, en fonction de la concentration de calcium, déjà l'évolution des bursts de Crazy-1, et puis l'activation transcriptionnelle, suivant une courbe qui, qualitativement, a la même forme. Donc cette étude indique que là, à l'inverse d'autres cas, on a certains systèmes biologiques qui décodent la fréquence d'activation d'un signal et non pas sa durée ou son amplitude. Alors, c'est un cas particulier, il y en a de nombreux. Je vous montre rapidement d'autres systèmes de signalisation, notamment le système de signalisation RAS-ERK. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait décoder la durée. Et bien, dans d'autres cas, en fait, la concentration du signal du ligand EGF, ici, va générer en fait, une modification de la fréquence de différents composants de la signalisation, représentés ici par différentes couleurs. Si l'on augmente la concentration, donc on a ici 0, donc pas du tout d'EGF, on a une espèce d'activité de base avec des spikes. Lorsque l'on augmente la concentration, on voit à une certaine fréquence des bursts d'activation qui va croissant au fur et à mesure de l'augmentation de la concentration. Et puis d'autres voies de signalisation, un système très connu qui est le facteur de transcription NF-kappa-B, qui est activé par la cytokine inflammatoire TNF-alpha. Et là, il y a des échelles de temps plus longues, de quelques minutes, si je me souviens bien, des oscillations d'activité transcriptionnelle.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gènes maintenant qui sont induits précocement ou qui sont induits tardivement et qui sont activés par des fréquences différentes de ces différents signaux. Donc voilà, ça pour illustrer le fait que à chaque fois je prends un écart particulier pour vous montrer un type de fonctionnement particulier, mais on voit qu'il y a une grande diversité de systèmes biologiques pour générer en fait des réponses où on va tantôt mesurer la durée, tantôt plutôt la fréquence. Alors la dernière fois, j'avais présenté et détaillé dans le cadre du décodage spatial l'utilisation de la théorie de l'information de Shannon pour quantifier, et pas simplement parler qualitativement de l'information transmise dans un système qui se représente par un canal avec un input et un output. Maintenant, on pourrait utiliser, et je vais vous présenter rapidement, une étude qui, en particulier, utilise l'information mutuelle pour mesurer en fait, la transmission de l'information dans un canal comme une voie de signalisation telle qu'on vient de les étudier. Donc ici, dans cette étude, publiée il y a une dizaine d'années, il s'intéresse à 3 types de signalisation différentes, induites par EGF et la voie RAS MAP-kinase dont on vient de parler, une voie calcique induite par l'ATP ou LPS pour NF-kappa-B, donc un processus inflammatoire dont je viens de parler. Donc ici, on peut voir ici dans des exemples de cellules le type de réponse que l'on a en fonction de... Il va falloir que je mette mes lunettes. En fonction de la concentration du ligand. Donc ici, on a une dose faible et qui est croissante ici. Donc on a des dynamiques différentes qui sont en fait même à activation maximale ici pour ERK, alors qu'il y a ici comme des pulses et moindre activité, et pour le calcium, d'autres types de dynamiques. Ici, vous avez donc des exemples individuels. Ici, vous avez l'histogramme en fonction de la concentration du ligand de milliers de cellules qui ont été enregistrées dans ces différents cas de signalisation. Donc on voit ici que le système pourrait soit mesurer une information dynamique, soit la dynamique de ces profils d'activation, ou mesurer une information statique à des moments particuliers, mesurant la concentration moyenne dans ces cellules. Et donc l'étude ici essaie de mesurer la transmission de l'information dans ces voies de signalisation en utilisant l'information mutuelle, en mesurant soit un cas de mesure statique ou de mesure dynamique. Finalement, est-ce que mesurer la mélodie, c'est-à-dire dans cette métaphore que j'utilisais, la dynamique temporelle de l'information n'est pas plus riche et permettrait une discrimination plus grande pour l'activation des gènes? Donc finalement, oublier ce que les biologistes avaient appris au début, on mesure la concentration, ce qu'on a vu et marche très bien dans certains cas, même les aspects combinatoires, mais on regarde également les aspects temporels. Donc, dans cette étude, je rappelle que la capacité du channel, donc ça c'est le diagramme général dans lequel on pense une voie de signalisation, donc ce canal de transmission, cette boîte noire, on a l'input qui va être par exemple EGF, et on va voir en aval tel ou tel composant de la signalisation comme la transcription d'un gène cible. La capacité du channel, c'est le maximum en fait de la différence d'entropie de Shannon de la variable en entrée x et la variable x conditionné à y, on peut prendre aussi l'output, l'un ou l'autre, et donc ça va être le maximum de l'information mutuelle entre x et y. Alors si jamais dans un cas, alors x ça va être par exemple EGF, donc c'est une grandeur scalaire, une concentration de la molécule qu'on peut mesurer à tout moment, mais l'output, soit on peut le considérer comme une grandeur scalaire si on fait une mesure à un temps fixe, donc on a une mesure statique, ou alors, et c'est ce qui nous intéresse ici, de le voir comme une variable dynamique. En fait, on peut le représenter comme un vecteur de représentation de la variation temporelle de la concentration de cette molécule. Et donc, ce que ici les auteurs montrent, c'est que si l'on fait une lecture statique pour ces différentes voies de signalisation, en mesurant l'information mutuelle entre ces deux variables, eh ben, en fait, on n'est même pas à 1 bit d'information, c'est-à-dire même pas capable de discriminer entre deux états, pas très utile. En revanche, si l'on a une information qui est décodée en termes de la dynamique, à ce moment-là, on a plus d'1 bit d'information, on peut discriminer entre deux états. Et donc ça, c'est ce qui est montré pour les différents systèmes. Et on peut comparer ici même le cas d'une lecture vectorielle par rapport au maximum de l'amplitude, au maximum de la durée ou au maximum du taux de transmission, du rate en fait, de ces différentes variables. Donc il semble, dans ces cas d'études, dans ces 3 voies de signalisation, qu'il y a effectivement une information dynamique qui peut être décodée par le système, en tout cas potentiellement, d'accord ? Ça montre la possibilité d'extraire une information, ça ne montre pas qu'elle est effectivement utilisée. Voilà. Alors l'autre aspect volet de l'étude, c'est l'étude de l'impact du bruit dans ce système.
Donc il y a à la fois du bruit intrinsèque lié à la dynamique moléculaire qui est présent partout dans une voie de signalisation évidemment, mais également un bruit externe qui présente néanmoins lié à l'état cellulaire, aux variations de l'environnement qui peut jouer globalement sur la cellule. Là, le point particulier, c'est que les variables, ce bruit externe, en fait, la réponse du système de la voie de signalisation très complexe, elle contraint en fait la façon dont le système répond à ces fluctuations, de telle sorte qu'il y a des corrélations ou des interdépendances entre les fluctuations à des temps différents. Et si l'on peut donc extraire ou mesurer ou décoder l'information dynamique, à ce moment-là, les auteurs montrent qu'on peut donc réduire l'impact du bruit externe en faisant une lecture dynamique en termes d'information. Donc il y a une meilleure résistance ou une meilleure capacité d'extraire, de décoder l'information a priori contenue dans le signal à partir d'une lecture dynamique de l'information plutôt qu'une lecture statique. Par contre, le bruit intrinsèque, lui, reste quelque chose qui est un obstacle inhérent, en fait, enfin en tout cas une limite essentielle à la transmission d'information dans le canal. Voilà, donc ça c'est un point que je voulais souligner, c'est qu'on peut utiliser donc, tout ce qu'on a vu en détail la dernière fois pour étudier dans une voie de signalisation et mesurer l'information transmise de façon dynamique et de voir quel est l'impact du bruit sur cette transmission. Alors il y a toute une littérature importante qui se développe même actuellement beaucoup sur ce type d'analyse. Ici, une étude d'il y a quelques années, mais plus récente par rapport à ce que je présentais avant, qui étudie comment maintenant l'aspect combinatoire de 10 facteurs de transcription en aval d'une voie de signalisation et qui, utilisant exactement le même type d'approche, montre que cette représentation multidimensionnelle par les différents facteurs de transcription permet en fait d'accroître encore la capacité de lecture de l'information dynamique dans un système. Et puis là, une étude théorique qui, maintenant, ici, fait un calcul analytique sur un temps borné de l'information mutuelle dans un système défini par un input et un output, pour ceux qui sont intéressés d'aller creuser les aspects plus théoriques. Donc là, quelque chose, non pas de mesurer expérimentalement, mais de calculer analytiquement, ou avec des simulations numériques. Donc ça, c'était pour montrer que donc, non seulement les systèmes, qualitativement, on peut voir qu'il y a une information riche dans ces systèmes, on peut même la mesurer, et à partir de là, commencer à comprendre d'une façon renouvelée les processus de signalisation. Donc finalement, le résumé intermédiaire à ce stade, c'est de vous dire, quand on regarde une voie de signalisation, il y a de quoi être effrayé par la multiplicité des composants, mais quand on commence à le regarder sous le prisme de l'information, en corrélant des variables, en voyant, on peut déjà savoir oui ou non, y a-t-il une information potentiellement présente de la dynamique. Deuxièmement, est-elle décodée d'une façon différentielle par différentes strates de signalisation, différents composants? La réponse est oui. Donc finalement, ça donne, c'est comme si on mettait tout d'un coup, on voyait en couleur la signalisation plutôt que d'être simplement par le voir d'une façon simplement en noir et blanc, pour prendre une métaphore. Donc poursuivons encore. Un autre exemple, alors on a vu décodage de la durée, décodage de la fréquence, mais même décodage du nombre d'impulsions ou de pulses d'une signalisation. Donc là, on revient à l'organisme dont j'avais parlé dans les cours sur la migration cellulaire, qui est Dictyostelium discoideum, qui est un amibe social qui organise collectivement les dynamiques cellulaires par des vagues remarquables d'AMP cycliques qui transitoirement modifient la polarisation et la dynamique de ces cellules. Ces vagues d'AMP cycliques génèrent au niveau individuel des pulses d'activation de certains gènes, et elles sont nécessaires pour la coordination de la dynamique de ces cellules. Ces vagues de calcium donc sont au niveau cellulaire vues comme une impulsion sinusoïdale, enfin oscillante, et l'apport continu de la signalisation bloque complètement l'activation, la réponse des cellules. Donc il y a besoin d'avoir cette action transitoire pour avoir une réponse des cellules. Exposition constante au signal n'induit pas de réponse, et absence de signal n'induit pas de réponse. Donc les cellules sont capables de décoder ces impulsions. En particulier, les auteurs ont montré que cette réponse discriminante aux vagues, aux oscillations de l'AMP cyclique nécessite un facteur de transcription qui oscille entre une distribution cytoplasmique et une distribution nucléaire. Ce facteur de transcription s'appelle GTAC. Et on voit ici, dans une cellule individuelle, l'évolution du rapport nucléocytoplasmique de cette molécule, et puis l'activation de la transcription d'un gène qui est cible, le gène CSA qu'on voit ici en vert. Donc on voit ici des corrélations entre les deux, sur lesquelles on va s'attarder tout de suite. Donc, en particulier, l'étude montre
que ce qui est important, ce n'est pas la fréquence de ce signal, mais le nombre de pulses qui est mesuré. On voit ici 10 pulses, 20 pulses ou 40 pulses, et on voit que 40 génère une réponse plus importante. Ici, il varie l'intervalle entre les pulses, et même quand on prend une concentration plus importante, en vert, si l'intervalle est plus grand, à ce moment-là, il ne va pas y avoir de réponse. Donc ce qui est vraiment important, ce n'est ni la fréquence ni la concentration absolue, mais c'est le décodage du nombre d'impulsions de ce signal. Donc ce qui est proposé comme explication ici, c'est de dire finalement, si l'on représente de façon synthétique au cours du temps l'évolution de la concentration d'AMP cyclique pour une cellule dans ce champ où il y a des vagues de propagation d'AMP cyclique, d'activation d'AMP cyclique, on voit donc ces marches ici. Les cellules vont avoir une réponse qui va être la translocation nucléaire du facteur de transcription GTAC avec un certain délai delta T. Et pendant la phase où il y a de l'AMP cyclique et où il y a le facteur de transcription nucléaire GTAC est nucléaire, il va y avoir transcription. Mais comme la voie de signalisation exclut du noyau GTAC, cette signalisation est transitoire et donc on a donc un pulse, puis un deuxième, etc. Donc en l'absence de signal, il n'y a pas d'activation de transcription possible, mais inversement, lorsque le signal est constant au cours du temps, il y a une translocation dans le cytosol de la molécule, donc il ne peut pas y avoir de transcription. Donc c'est simplement lorsqu'il y a ce décalage de phase entre ces deux phénomènes qui induit la transcription du signal. Et donc on a un burst et un deuxième, et par un processus d'accumulation vraisemblable du produit, c'est ainsi que le gène est induit progressivement et sa concentration s'accroît au cours du temps et qui permet la réponse de la cellule. Donc voilà, c'est pour mettre un terme au modèle chimique de signalisation. Voyons maintenant la signalisation mécanique dans ces cellules, dans des cellules, et de voir comment des modifications temporelles du comportement génèrent une information utile au système. Donc là, on se tourne vers des systèmes dont j'avais parlé il y a plusieurs années, de modification de forme des cellules sous déformation de réseaux contractiles d'actomyotine avec des filaments de myosine 2 qui se lient à l'actine, qui s'associent, se dissocient et qui génèrent en fait ces écoulements actifs et qui ont souvent une formation sous forme non pas d'oscillation précise, mais en tout cas pseudo-périodique, avec des durées de déformation qui varient d'un système à l'autre, qu'on voit ici dans un embryon de drosophile, que l'on voit ici dans un blastocyste de souris, c'est des expériences de Jean-Léon Maître, qui est à l'Institut Curie maintenant, et à droite de Edmond Rowe sur C. elegans. Donc phénomène très ubiquitaire au cortex de cellules qui génère ces instabilités mécanochimiques qui dépendent de couplage entre des processus eux-mêmes oscillants de molécules activatrices comme ROGTP et puis de negative feedback qui sont plus lents ou avec un délai qui induit l'inhibition de ce type de molécules eux-mêmes activateurs. Et donc c'est ça qui génère une activité oscillante. Voyons un contexte dans lequel la mesure de différents temps a un impact sur la morphogénèse. Alors, ça m'arrive très rarement de parler du travail de mon équipe, quasiment jamais, mais là pour une fois je vais le faire. C'est un système dans lequel nous avons montré l'écoulement de cellules dans un tissu, dans l'axe partie latérale de l'embryon, qui se produit par intercalation ordonnée des cellules, qui fait qu'elles échangent de voisinage. Ce processus qu'on peut représenter de façon schématique ici, vous voyez, les cellules changent de voisine les unes par rapport aux autres, provient d'une activité contractile, elle-même spatialement organisée, qui va déstabiliser les jonctions aux interfaces entre voisines ici. Donc ce processus se produit par la mise en place de forces anisotropes dans le tissu. Mais d'une façon très intéressante, cette déformation est elle-même accélérée par des instabilités contractiles dans la cellule, non plus aux interfaces entre les jonctions, mais dans la partie apicale des cellules. C'est tout ce domaine apical qui, à vue de nez, semble assez erratique. On voit des variations de densité du moteur transitoires. Et donc ici, on peut caractériser des pulses de contractiles du cortex de ces cellules, qui lui-même connaît des écoulements organisés, mais je veux souligner le point que cette contractilité n'est pas stable au cours du temps, mais qu'elle varie d'une façon qui peut être mesurée et caractérisée. Et donc dans le contexte de la décroissance de ces jonctions, on a des pulses qui ont des durées de vie de l'ordre d'une centaine de secondes, qui vont accélérer le processus de réduction de longueur de ces jonctions. Et dans la phase qui suit, c'est-à-dire l'élongation de jonctions orthogonales, on a aussi des pulses de myosine 2 qui, dans les parties immédiatement antérieures ou postérieures, vont accélérer l'extension de ces jonctions. Et donc on peut quantifier cela, voir comment la jonction ici
se raccourcit au moment où on a un pulse, une augmentation de la densité de myosine 2 au voisinage de la jonction par ces pulses, et comment l'extension de ces jonctions ici va être coïncidente avec l'activation de la myosine 2 ici. Et des expériences d'ablation montraient l'effet causal de l'un sur l'autre et de façon très précise. Mais maintenant, le point important, c'est que si on a un système qui se déforme en réponse à des pulses contractiles, la question que je peux me poser, c'est pourquoi la déformation n'est-elle pas réversible? Et c'est ce point-là qui, en fait, permet, pour y répondre, qu'il faut prendre en compte des propriétés temporelles inhérentes à ces systèmes. Donc prenons une cellule épithéliale et considérons maintenant qu'une jonction quelconque, comme celle-ci, puisse être soumise à une force. Alors la force dans ces cellules, ce sont des forces qui viennent des réseaux contractiles dont j'ai parlé, mais imaginons un instant donc une force quelconque, représentée par ces deux flèches F, qui déforme, qui s'applique en fait au vertex de ces jonctions. Donc on pourrait imaginer d'abord le comportement élastique de ce matériau, qui a une longueur de référence L0, et qui serait sous l'action d'une force, amènerait à une nouvelle longueur L, et la force élastique de restauration, donc en fait, dépend du module élastique K. Mais c'est un matériau qui n'est pas simplement élastique, c'est un matériau qui a aussi des composants de filaments d'actine, de crosslinkers, de liaisons même aux jonctions par les cadérines. Donc il y a toute une série de molécules dans la cellule qui, par leur turnover, leurs règles d'association-dissociation, produit un temps caractéristique de dissipation de ces contraintes, et dans lesquelles on peut se représenter que la longueur de référence, au lieu d'être fixe, en fait, s'adapte en fonction des contraintes qui lui sont appliquées. Et donc, on peut voir la voie d'évolution de la longueur de référence L0 sur dt en fonction de l'écart à tout moment, et puis d'un temps caractéristique, qui est le temps de dissipation, de relaxation de ce système. Donc, à partir de ce moment-là, on peut donc écrire, dériver la loi de Maxwell qui prédit comment, en fait, cette longueur va évoluer en fonction de deux constantes de temps. La constante de temps du forçage appliqué par la force qui est appliquée sur le système et le temps caractéristique de relaxation par dissipation des propriétés de ce système. Donc, d'un point de vue biologique, le forçage dans une cellule, c'est la durée des impulsions apportées par ces pulses qui est de l'ordre de quelques dizaines de secondes. Et le temps de dissipation, c'est ce qui émerge de propriétés très complexes qui comprennent, parmi tant de choses, le turnover des filaments d'actine, les crosslinkers d'actine, la densité de myosine 2, le couplage aux cadérines, etc. Toutes choses qui, d'ailleurs, dans les expériences mentionnées dans cet article, effectivement, ont un impact sur le temps de relaxation. Mais on voit bien que si jamais, alors donc l'étude théorique qui a été faite à partir de ce modèle extrêmement simple de modèle de Maxwell en une dimension, montre qu'effectivement, si le temps de relaxation est très long par rapport au temps de forçage par une impulsion qui ici est modélisée de façon sinusoïdale, donc en bleu, on a en fait le profil temporel de l'évolution du forçage du système, qui modélise qu'est-ce que serait une impulsion d'actomyosine naturelle dans le système, et dont on voit ici une représentation. Ici, ce sont des données. On a la densité de myosine 2 auxquelles correspondent des contractilités qui jouent comme un forçage sur la jonction, ici donc sinusoïdal, mais enfin pas aussi régulier que dans la simulation. Et dans le modèle, on peut voir effectivement que suivant la valeur du temps de relaxation taux, s'il est très long par rapport au temps caractéristique du forçage, on est dans un modèle élastique purement réversible. En revanche, si jamais le temps de relaxation est court par rapport aux impulsions, à ce moment-là, le système dissipe l'énergie élastique à chaque moment, et donc le système a une déformation qui est irréversible, et c'est ce qui se produit largement dans le système, de telle sorte que la jonction se réduit de façon effective et s'allonge de façon effective. Et ici, en injectant dans le modèle le profil naturel d'une évolution de myosine 2, on peut ici voir l'évolution prédite par le modèle de la longueur de la jonction par rapport aux données, ce qui marche plutôt très bien. Donc ici, c'est un exemple dans lequel on a un décodage d'une information dynamique qui est de nature mécanique, qui vient en fait de ces pulses d'actomyosine, et on a un autre temps caractéristique qui vient des propriétés du matériau, qui potentiellement pourrait d'ailleurs varier d'un organisme à l'autre, d'un système à l'autre, et c'est les valeurs respectives de ces deux temps mécaniques du système génèrent des réponses, et notamment l'irréversibilité de la déformation, qui est quelque chose d'évidemment extrêmement important. Donc voilà, je voulais citer cet exemple. Il y en a plein d'autres qu'on peut trouver dans la littérature, mais celui-ci me semble particulièrement simple pour expliquer comment, ce n'est pas dans le domaine simplement de la chimie que l'on peut décoder de l'information, mais également dans le contexte de l'information
mécaniques. Alors pour finir, je vais aller assez rapidement sur l'horloge de segmentation, mais qui est un bon cas d'étude qui montre comment on peut maintenant utiliser le temps pour générer de l'espace. Alors, on est dans l'embryon de poulet, mais ça existe également chez l'embryon de souris et même chez l'embryon d'humain, de poissons-zèbres, tous les vertébrés et même des invertébrés ont ce phénomène de segmentation qui est très différent de ce qu'on a vu dans le cas de la drosophile la dernière fois, parce qu'il se produit d'une façon progressive le long de l'axe antéro-postérieur. Donc, c'est un cas assez rare dans lequel l'idée même de ce qui est appelé ici le Clock and Wavefront Model, le modèle de l'horloge et du wavefront, du front d'onde, en fait était proposé par des mathématiciens, un mathématicien, Eric Zeeman, dans les années 70, en réfléchissant au mécanisme, il travaillait avec un biologiste, Cook. En fait, on connaissait alors beaucoup de choses sur notamment la formation de position. Il y a tout un raisonnement dans le papier qui dit finalement, étant donné la précision de l'information dont on aurait besoin pour définir toutes les subtilités le long de l'axe antéro-postérieur d'un embryon de poulet ou de souris, en fait, l'information de position ce serait trop lourd. Ce ne serait pas plausible d'imaginer une telle précision sur un tissu aussi grand. Et donc, il formule l'hypothèse qu'il doit y avoir un modèle d'une autre nature, d'autant que le modèle de Turing a des longueurs caractéristiques et qu'ici, comme on le verra plus tard, il y a des propriétés de scaling dans l'embryon de poulet. Il y avait des expériences d'embryologie qui avaient montré du scaling qui faisait que les modèles de Turing à vue de nez ne marchaient pas non plus. Donc c'est là qu'inspiré par la théorie des catastrophes, qui est une branche de la théorie des bifurcations, qui dit qu'à partir, moyennant des changements de paramètres, on peut faire passer d'une évolution très continue d'un système à une évolution très discontinue, inspiré de ce type de paradigme mathématique pour comprendre en fait les bifurcations. Ils ont écrit un article qui en fait n'est pas mathématique, puisqu'il n'y a aucune équation dans l'article. Il y a des figures très abstraites et que je trouve toujours très difficiles à comprendre. Mais l'idée néanmoins est là, c'est que c'est un article qui a quand même eu une certaine influence pour penser l'idée que le couplage entre un front d'onde et un phénomène oscillant peut générer des discontinuités, les sommites du système. Alors, l'article fondateur qui caractérise ce système du point de vue biologique, on est à peu près il y a 25 ans dans le laboratoire d'Olivier Purquier, quand il était encore chez Nicole Ledouarin à Nogent-sur-Marne, avant qu'il ne finisse ce travail à Marseille. Regardez en fait le patron d'expression de gènes connus chez la drosophile pour des gènes de segmentation. Et là, en regardant à des stades où on sait qu'il y a le même nombre de sommites dans ces 3 embryons, quand on fait une hybridation in situ, généralement, on a toujours le même résultat. Enfin, on espère avoir le même résultat. Or, vous voyez que même en synchronisant les embryons du mieux qu'ils pouvaient, 90 minutes, c'est pas trop mal, et bien, en fait, ils avaient des domaines d'expression très différents. Mais petit à petit, derrière ce désordre, un ordre est apparu, c'est-à-dire qu'on voit ici notamment ordonner dans le temps un patron donnant naissance à celui-ci, à celui-là. En fait, l'idée est venue qu'il y avait une évolution, une onde cinématique d'expression de ce gène dans ces embryons. Et pour s'en convaincre, une expérience très simple a démontré cela. Ils ont coupé à un instant T un embryon, fixé la partie gauche, fait une hybridation in situ pour ce gène ERI, attendu 30 minutes ou 90 minutes, refixé et remarqué. Et on voit ici qu'au bout de 30 minutes, le même embryon, donc dans sa partie contralatérale, il y a une évolution du patron d'expression où ce domaine est comme s'il s'était déplacé vers les parties plus antérieures. Et au bout de 90 minutes, il y a un segment nouveau qui s'est produit, parce que c'est la périodicité de la formation des sommites, mais le patron d'expression est de nouveau symétrique. Donc ça, sans avoir d'image dynamique, ils en ont conclu qu'au cours de la formation d'un sommite, il y a une évolution temporelle, à la fois périodique au niveau d'une cellule et par une vague de propagation des parties postérieures vers les parties antérieures, qui est représentée dans ce schéma. Donc ici, c'est un modèle d'onde cinématique qui se propage de la partie postérieure vers la partie antérieure, simplement en regardant et en raisonnant de façon assez élémentaire sur des images statiques et en faisant des expériences qui testaient cette idée d'un front d'onde, d'une évolution par une onde de propagation à travers le tissu. Alors l'autre chose importante, c'est qu'il montre qu'on peut amputer une partie du tissu et la réponse au bon endroit, au bon moment, se produit dans un embryon. Donc on n'est pas dans un cas d'une propagation d'une molécule ou même d'une contrainte mécanique, c'est quelque chose qui donne l'impression d'une onde cinématique macroscopique, mais qui se produit de façon globalement assez locale, sans propagation ni de chimie ni de mécanique particulière. Alors une présentation moderne de ce type de modèle est donc montrée ici.
on a ce qu'on appelle donc ils avaient appelé à partir de ça l'idée d'une horloge de segmentation. Alors effectivement, ils citent Cook et Zeeman, donc leur article qui avait proposé cette idée, mais ils montrent maintenant les premières analyses. C'était avec un gène de la famille donc ERI, qui est un facteur de transcription. Je passe les étapes, mais on a découvert 3 voies de signalisation qui elles-mêmes étaient cycliques, qui fonctionnent selon un modèle d'activation avec répression, avec délai, qu'on va voir tout à l'heure, et qui sont représentées ici, qui sont couplées les unes aux autres ou indépendantes. Je n'ai pas l'intention de rentrer dans les détails de ces subtilités. C'est un peu différent déjà de la souris au poisson zèbre, mais le point, c'est qu'il y a vraiment des oscillateurs par des voies de signalisation parallèles. Alors, on peut visualiser directement ce processus. La première visualisation a eu lieu dans cette étude où, en fait, un reporter d'activité de la voie Notch montre ici une molécule fluorescence Vénus YFP. On voit ici, dans l'embryon de souris, l'expression de la partie postérieure et donc l'onde cinématique qui se propage vers la partie antérieure. Donc, c'est la première fois qu'on pouvait visualiser ce qui avait été inféré à partir d'images statiques. Donc, ça, c'est donc dans le poisson zèbre. Les études, après, ont montré que chez le poisson, pardon, dans l'embryon de souris, chez le poisson zèbre, on a quelque chose qui est équivalent en construisant un reporter qui est très similaire, encore le facteur de transcription R, Vénus, qui est l'orthologue de ERI chez la drosophile. On a donc cette évolution d'une onde cinématique de la partie postérieure vers la partie antérieure. Et c'est véritablement on a un gradient de phase de ce signal, si on représente par un code de couleur les différentes phases de cette oscillation, on peut voir qu'elles sont spatialement organisées dans ces embryons de poissons zèbres. Des cellules individuelles extraites de poissons zèbres ont une oscillation certes très irrégulière, mais ont un comportement qui est pseudo-oscillant, comme on peut le voir dans différents types de traces ici. Donc on a vraiment des cellules individuelles et pour lesquelles on étudie le même reporter d'activité. On a cette vague coordonnée dans l'embryon, mais une cellule isolée, chez le poisson zèbre, a une activité pseudo-oscillante. Chez la souris, c'est un petit peu plus compliqué. Il n'y a pas d'oscillation stricte pour des cellules individuelles. Si on commence à les mettre sur un substrat avec du ligand pour la voie Notch, il y a des spikes assez réguliers, mais ce n'est pas véritablement une oscillation robuste. Cette oscillation robuste commence à émerger lorsque, en plus de cette présentation d'un ligand Notch, on modifie aussi le substrat de telle sorte que l'on inhibe la voie d'activation YAP qui indique, donc là par exemple quand on dépolymérise l'actine, la voie YAP est inactivée et à ce moment-là on a une activation de l'émergence d'oscillations robustes dans ces cellules par rapport à ici. Et quand on active constitutivement YAP dans ces cellules-là, à ce moment-là, on bloque progressivement l'activation de ces oscillations. Donc il y a quelque chose qui est plus complexe chez la souris, qui prend en compte à la fois la signalisation Notch, mais également des propriétés du substrat ou des propriétés mécaniques, sans que l'on comprenne encore à ce stade comment dans l'embryon ces propriétés étudiées in vitro joueraient un rôle. Alors ici, un modèle important de Julian Lewis a permis de montrer qu'on peut expliquer ce phénomène oscillant par une auto-inhibition avec un délai. C'est une notion assez intuitive. L'idée est de dire que finalement, le facteur de transcription R, dont on a vu qu'il était oscillant, si jamais on prend en compte le délai dans la production de l'ARN messager et de la protéine, on pourrait avoir des propriétés émergentes d'oscillation. Le point important, donc aussi dans le modèle minimal où on a l'évolution de la concentration de la protéine ou de l'ARN messager, c'est que par exemple, la production de l'ARN messager dépend pas simplement de la concentration de la protéine à l'instant T, mais T moins le délai Tm pour la production de l'ARN messager. On a ici une dégradation et la fonction f ici rend compte du propriété de negative feedback. On peut lui donner par exemple la forme suivante, K sur 1 plus P carré sur P0 carré, où P en fait est la concentration de la protéine, donc c'est un rôle d'inhibiteur. Le point important, c'est que pour avoir des oscillations robustes, il faut que le negative feedback opère, et pour cela, il faut que P soit plus grand qu'une valeur de référence minimale, une valeur seuil de production de la protéine. Et dans ces conditions-là, on voit l'émergence
d'oscillations robustes au cours du temps. Sinon, on a un dampening des oscillations. Donc, on voit effectivement dans le poisson zèbre donc ces oscillations qui sont très bien organisées spatialement, donc c'est une onde cinématique. Le point important, c'est que la voie Notch est importante pour cette organisation spatiale des oscillations. Si l'on commence, on a vu que les cellules individuelles sont oscillantes, indépendamment de Notch, mais si on enlève Notch dans l'embryon par différents types de mutants, je ne rentre pas dans les détails, qui perturbent la voie de signalisation Notch, à ce moment-là, les cellules sont toujours oscillantes, mais, on le voit ici dans les traces individuelles, mais il n'y a plus de coordination et de phasage des activités des oscillations, ce qui veut dire que la voie Notch, chez le poisson zèbre, joue un rôle de couplage spatial qui permet de synchroniser les oscillateurs. Alors de fait, dans cet article de Julian Lewis dont je parlais, la deuxième partie étudie le rôle du couplage des oscillateurs pour générer en fait cette réponse robuste. Alors on a ici, chaque cellule répond à la fois aux propriétés intrinsèques de son oscillateur avec l'auto-inhibition avec délai, mais également à l'input de la cellule voisine, sachant que l'input de la cellule voisine, qui en fait a le même processus oscillant, on produit Notch qui doit à ce moment-là être, donc on produit l'ARN messager, la protéine, on doit l'exporter à la surface, qui doit après delta je voulais dire, qui est produit dans le cadre de ces oscillations. Delta doit être produit, l'ARN messager, la protéine doit être exporté vers la membrane, delta doit ensuite activer des Notch, et donc il y a un délai inhérent en fait pour se coupler à sa voisine. Et le point important pour qu'il y ait effectivement une oscillation couplée entre ces deux cellules, c'est qu'il y ait un rapport particulier entre le délai de couplage et puis les propriétés intrinsèques de l'oscillation dans chaque cellule. Et c'est dans ces conditions-là qu'on voit apparaître ou non, si le délai est trop long, par exemple, le couplage est trop long, il peut y avoir de couplage entre les cellules voisines. Et donc ici, les simulations testent différentes valeurs de délai de couplage pour voir l'émergence d'oscillations synchrones entre des cellules voisines. Donc ça a été étudié par le labo également de Frank Ulicher avec Andy Oates chez le poisson zèbre. Là, les études théoriques indiquent que donc, en l'absence de couplage, on aurait donc une distribution variable, donc des oscillations dans une population de cellules. Maintenant, si on varie le délai de couplage, si le couplage est instantané, on a une valeur qui est la même pour toutes les cellules, mais si jamais le couplage a un certain délai, suivant les valeurs de ce délai, on peut réduire ou même augmenter la période. Dans ces études expérimentales, ils montrent qu'en fait, les mutants qui affectent la voie de couplage, qui est la voie Notch, on a vu tout à l'heure les expériences qui montrent la perte de synchronicité des cellules dans ces conditions mutantes. Ici, on voit aussi une modification de la période qui est typiquement augmentée dans ces conditions-là et qui peut se retrouver dans l'étude de simulation. Donc la dernière partie sur laquelle je finis, c'est simplement le front d'onde qui permet de transformer le temps en espace. Ce modèle prédit qu'en fait, si on a un phénomène cyclique, comme une espèce d'horloge interne, à ce moment-là, il faut aussi qu'il y ait la régression d'un front de différenciation, un front qu'on appelle un front qui est produit par une molécule, qui ici va être produite par un gradient par exemple de FGF. Et la régression de ce front par rapport à l'activité cyclique définit les frontières de définition d'un segment. Comme représenté ici par ce modèle, la régression ici va définir au bout d'un certain temps un front de différenciation du nouveau segment. Alors, les expériences fondatrices de cela, c'était de dire, voilà, la molécule FGF qui forme un gradient régresse de façon progressive avec la croissance du PSM de ce tissu. Si jamais on active davantage FGF, on va retarder la régression et donc fermer des segments plus petits. Et si on inhibe FGF, on va au contraire accélérer la régression du front d'onde, on devrait former des segments plus grands. Et c'est effectivement ce qui se produit. Alors là, on en vient au cas, et je finirai par cela, de comment on peut varier sur le thème de ces temporalités dans l'embryon pour expliquer la génération de segments différents. Chez les serpents, on a typiquement des segments en beaucoup plus grand nombre, de l'ordre de plus de 300 segments différents. L'horloge de segmentation a les mêmes acteurs moléculaires, on retrouve exactement les mêmes molécules, et même la période de segmentation chez les serpents, en tout cas celui qui est étudié ici, Corn Snake, est la même, c'est 90 minutes. Mais en revanche, on a des segments en beaucoup plus grand nombre et qui sont plus petits.
L'explication vient du fait que chez le serpent, en fait, il y a le temps relatif de l'horloge de segmentation qui est 90 minutes, soit le même que chez les autres organismes, et le temps de croissance du PSM, qui est beaucoup plus long, beaucoup plus lent et beaucoup plus long, fait que finalement, imaginons que je coupe un saucisson, par exemple, à une période donnée, et que je le bouge beaucoup plus lentement, ce qui est en fait l'analogue de la croissance beaucoup plus lente du PSM, je vais former des tranches qui seront beaucoup plus fines. Et si jamais le processus se produit plus longtemps, je vais en former plus. Et donc c'est exactement ce qui distingue en gros un serpent d'un poulet, c'est le fait que le temps d'oscillation est le même, c'est 90 minutes. En revanche, le temps de croissance, donc là je vous réfère à la première partie de mon cours sur les paramètres globaux de la croissance, les aspects métaboliques sous-jacents, bah, ici il est différent dans le serpent par rapport au poulet, et donc génère, et ce décalage de ces deux constantes de temps génère une diversité qui est la production de segments en plus grand nombre. Voilà, donc ça c'est le modèle qui permet d'expliquer comment on passe d'une information de temps qui est décodée pour générer une information spatiale, la production de ce mythe. Donc moi je vois l'heure, je pense que je vais arrêter ici, mais vous pourrez poursuivre dans le cours pour voir qu'on peut en fait en extraire une information respective sur le décalage de phase entre les différents systèmes oscillants. On a ici la voie Notch dont j'ai parlé, mais il y a d'autres oscillants qui est le système WINT, et il y a une information respective sur le phasage de l'un et l'autre qui permet de définir la position des segments. C'est un modèle différent du modèle de wavefront. Le wavefront, c'est dire qu'il y a une indépendance entre la régression du tissu et le front d'onde, et puis le phénomène oscillant. Ici, ce modèle qui a été proposé par Alexander Aulela à l'EMBL dit finalement que c'est le décalage de phase entre deux oscillateurs différents qui génère en fait la position des segments. Donc une façon différente d'expliquer les choses. Et à ce jour, il n'y a pas de résolution entre ces deux types de modèles, donc le modèle de décalage de phase ou le modèle de régression d'un front d'onde. Mais en gros ici, ces deux par des études in vitro où en fait on peut moduler les modulations dans le temps de la voie Notch ou de la voie WINT par des inhibiteurs ou activateurs, chiron active WINT et DAPT inhib Notch. On peut entraîner la voie Notch, comme on peut voir ici, et l'impact, ça aussi, ça synchronise la voie WINT. Et en étudiant donc par ces inhibiteurs la synchronicité ou l'asynchronie de ces deux oscillations, il montre en fait que le décalage de phase est important pour produire l'émergence de segments. Voilà, et puis cette étude du laboratoire d'Alexander Aulela qui montre que finalement il y a un gradient de phase dans le système qui est nécessaire pour expliquer le scaling de ce système. C'est une propriété qui a été mise en avant par Cook et Zeeman à l'origine. Si le PSM est plus petit, on a des segments qui se proportionnent à la nouvelle taille du tissu. Et cette proportionnalité en fait, des segments par rapport, nombre de segments par rapport au tissu, enfin le nombre de segments est invariant mais leur taille est réduite, vient en fait d'une propriété qui est identifiée dans ces études in vitro par Alexander Aulela, où en fait, si là on a l'horloge, ici on a le gradient de phase, il montre qu'en utilisant des systèmes in vitro qui ont des tailles différentes, la vitesse scale ainsi que la taille des segments, en revanche, l'amplitude du gradient de phase est invariante. On peut se représenter en couleur les choses suivantes. Si on a un PSM plus long par rapport à plus petit, ici on a le gradient de phase et sa distribution spatiale dans le tissu. Si l'amplitude est la même, on va avoir une pente différente et donc la vitesse de propagation ne va pas être la même. On n'a aucun élément explicatif de ce type de phénomène, mais en tout cas, d'un point de vue qualitatif, il expliquerait pourquoi en fait il y a dans ce système un scaling des vertèbres par rapport à la taille du tissu dans lequel ce gradient de phase de signalisation se produit. Donc les conclusions sont les suivantes. On a vu que le temps peut être encodé localement et globalement de multiples façons, dans les systèmes chimiques comme dans les systèmes mécaniques ou leurs combinaisons. Et pour ce qui est de l'encodage-décodage de l'information temporelle, on a vu des phénomènes de signalisation chimique où on pouvait décoder la durée, la fréquence, le nombre de bursts de signalisation, etc. On pouvait même le quantifier en utilisant l'information mutuelle.
On a vu aussi l'information mécanique qui permettait de générer au cours de la morphogénèse. L'information est décodée à travers la comparaison entre différentes échelles caractéristiques de ces systèmes, temps de dissipation et temps de déformation. Mais on pourrait ajouter croissance, qui a aussi des temps caractéristiques et des phénomènes de relaxation. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et puis, dans le cas du patterning développemental, j'ai parlé de l'horloge de segmentation, où on voit comment on peut décoder l'information temporelle pour produire une information, encoder une nouvelle information spatiale. Et puis, dans le cas de l'identité neuronale, dont je n'ai pas parlé, mais sauf il y a 2 cours, l'identité des différents neurones dans le système nerveux, dans le lobe optique ou dans la chaîne ventrale chez la drosophile, passe par une activation séquentielle de facteurs de transcription dont les temporalités peuvent également varier. Voilà. Donc ce cours sur l'encodage-décodage est terminé. Je vous remercie. Et la semaine prochaine, nous verrons une information d'une autre nature, tout à fait différente d'une information réduite aux espèces chimiques, que je définis en termes d'informations structurelles et géométriques. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous remercie.